Chers camarades, merci de votre présence ce soir pour cette conférence qu'on a donc intitulée « L'information, un danger pour la démocratie ». Point d'interrogation. Avant de commencer, on voudrait d'abord, au nom de Gilles et de l'Union pour la reconstruction communiste, remercier les Sarrasins, le bar qui nous accueille ce soir, et vraiment vous encourager à les encourager pour plusieurs raisons. Déjà parce que les Sarrasins, c'est une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative ouvrière de production, c'est-à-dire une entreprise qui fonctionne sans actionnaire évidemment, mais même sans patron qui soit absolument décisionnaire parce qu'il aurait plus de capital et qu'il aurait investi. Et donc une entreprise certes, mais qui fonctionne sur un modèle beaucoup plus démocratique, beaucoup plus collectiviste que la plupart des grandes entreprises qui existent aujourd'hui. Et c'est donc en soi déjà un modèle de société qu'on veut encourager, mais surtout parce que les Sarrasins, c'est un lieu qui assume son ancrage à gauche, qui assume son ancrage féministe, antiraciste, antifasciste. Et c'est pour ça que leur programmation d'événements culturels et politiques est aussi intéressante. Donc voilà, vraiment, on veut souligner que c'est un lieu à encourager, particulièrement dans les temps actuels de fascisation. Et donc, vous inciter à ne pas hésiter à agrémenter la conférence de choses à boire ou à manger, et même de pas hésiter à venir en dehors des moments où il y a des conférences de l'URC pour passer un bon moment au Sarrasin. Je vais rapidement passer la parole à notre invité Gilles Balbastre, qui est, je pense, déjà connu par un certain nombre d'entre vous, et qui va se présenter, mais qui est donc, comme vous devez le savoir, anciennement journaliste, aujourd'hui réalisateur de documentaires, notamment pour son documentaire peut-être le plus connu, qui est sorti il y a maintenant une quinzaine d'années, qui est Les Nouveaux Chiens de Garde. Mais avant de lui passer la parole pour qu'il se présente lui aussi, je voulais juste préciser que Gilles est certes réalisateur de documentaires, il a une page Wikipédia qui résume ses exploits, mais Gilles c'est aussi un militant que vous croisez probablement en manif avec son vélo, et c'est aussi un camarade de lutte. Donc sachez qu'il est invité ce soir en tant qu'expert, parce qu'il a une expertise sur la question de la critique des médias, mais qu'il est aussi invité parce que c'est un camarade de lutte. Et dans les temps actuels, c'est important de se serrer les coudes entre camarades qui sont cool. Gilles, juste en introduction également, moi j'ai regardé Les Nouveaux Chiens de Garde il y a quelques semaines pour me remettre dans le bain, et si ça peut un peu te tendre une perche. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'introduction où on voit des journalistes dans les années 90, je pense que c'est au moment de la création de TF1 ou je sais pas quoi, de la privatisation de TF1, qui disent que enfin on est passé d'un modèle médiatique antique, voire soviétique, à la presse libre et démocratique d'aujourd'hui. Évidemment, tu le montres de manière ironique, hein, mais je trouve que c'était très parlant comme extrait. Donc voilà, je te laisse la parole pour la suite. Bonjour. Ces journalistes, c'était Michel Cotta et Christine Ockrent. Mais bon, c'est brontosaure maintenant. Je pense qu'elles sont dans des EHPAD de journalisme. Et en fait, elle disait ça parce que elle sortait une archive de Perfit, qui était le ministre de l'information de Gaulle, et le rédacteur en chef de la télévision publique, parce qu'il n'y avait qu'une télévision publique, était directement lié à Perfit, et le soir, il recevait avant le conducteur du JT, des gens télévisés, il disait oui, non, non, oui, oui. Et elle disait c'est une période antique et soviétique, parce que c'était une époque dépassée par rapport à la liberté qu'ils avaient enfin trouvée et qu'incarnaient bien sûr Michel Cotta et Christine Ockrent. Et au fond, on avait utilisé ça parce qu'on passait d'un modèle effectivement assez particulier d'une information cadenassée à une autre cadenassée, mais par le capital plutôt que par l'État. Alors, en deux mots, moi, je vais me présenter, mais non pas pour me présenter, mais pour vous compreniez d'où je me place. Le camarade Naïm a dit que j'étais un journaliste, un réalisateur et un militant. Je l'entends, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi, à partir du moment où j'ai fait journaliste, fonctionné comme devrait fonctionner un journaliste. J'avais fait socio avant, c'est-à-dire que j'avais un respect pour l'enquête, croiser les informations, être un peu le faire. Moi, je suis d'une famille ouvrière.
issu d'une famille ouvrière. Et quand j'ai voulu faire journaliste depuis l'âge de 15-16 ans, c'était des époques militantes, parce que pour moi, ça correspondait à quelque chose d'important, à un métier qui faisait vraiment un contre-pouvoir. Je me suis très vite aperçu que c'était pas le cas. J'ai fait l'IUT de journalisme assez tardivement, vers 27-28 ans. Et donc, je suis rentré dans le métier de journaliste. J'ai travaillé en télévision, en presse écrite, en radio. Et en fait, moi, je suis de Bordeaux d'origine. Je suis venu en 90 ici, dans le Nord, pour travailler en tant que correspondant pour le 20h et le 13h de France 2. De France 2. Vous voyez, on était les correspondants de la région. Donc, j'ai une expérience assez large. Comme disait avant quelqu'un que je respecte beaucoup moins maintenant, parce que ça a été un allié de lutte contre les médias, et j'ai pas l'impression maintenant que c'est un allié de lutte contre les médias, il s'appelle François Ruffin. J'étais un bon petit soldat du journalisme. Voilà, j'ai fait le bon petit soldat du journalisme, c'est le titre de son bouquin qu'il a sorti, à la sortie, lui, de l'école supérieure de journalisme, du CFJ de Paris. François Ruffin a été à la tête, avec nous, de la critique radicale des médias. Quand on le voit tout le temps maintenant à BFM, à CNews, on est un tout petit peu surpris par ce renversement de situation, mais je vais pas longtemps parler. Après, je suis parti, on a écrit un bouquin avec, j'avais eu un vieux prof de sociaux, qui était un bourdieusien, qui s'appelait Accardo. Je lui téléphonais régulièrement du bureau de France 2, et je racontais ce qu'on faisait. Et c'est quelque chose qui était important d'avoir comme ça un repère. Il me disait, écrivez-le, Balbastre. Écrivez ce que vous vivez. Voilà. Et on verra ce qu'on en fait. C'est cette possibilité que moi je donne toujours à des gens qui vont pas dans leur boulot, c'est jouer les infiltrés. Écrivez ce qui se passe dans vos boulots. Prenez des notes. Prenez des notes parce que des éditeurs, etc., peuvent se mettre avec un bon sociologue, avec quelqu'un, de poser un autre regard que ne posent pas les journalistes sur comment est ce monde. Donc on a fait journaliste au quotidien. Moi j'ai fait un journal de bord de 3 mois du bureau de France 2 avec un regard sociologique. Qu'est-ce qu'on disait, comment on parlait, qu'est-ce qu'on se racontait, etc. On a fait un deuxième bouquin qui s'appelle Journaliste précaire. Ça c'est plus pour les jeunes journalistes maintenant parce que la précarité est montée en force dans ce métier. Je me suis mis à faire du documentaire. J'ai repris des études à l'école des hautes études en sciences sociales avec Pierre Bourdieu, ce qui m'a permis d'asseoir, et là pas d'une façon militante, d'une façon, même pas expert, j'aime pas ce mot, mais d'une façon un peu intellectuelle, scientifique, d'analyser le champ des médias. Quand j'étais au bureau de France 2, j'arrivais pas sur le terrain en disant, bon, comment se passe le champ des médias? Bon, après, à l'école des hautes études en sciences sociales, vous apprenez que ça s'appelle le champ des médias. Mais c'est pas que du snobisme, ça vous apprend quand même à poser, à analyser. J'ai auto-analysé ce que j'avais fait pendant 10 ans. Voilà, maintenant je suis documentariste, j'ai fait une nouveau chien de garde, et je vous raconterai peut-être un peu, sors un nouveau documentaire. Je suis allé à Paris, un gros documentaire cinéma qui s'appelle Ceux qui tiennent la laisse. Alors c'est pas la suite des nouveaux chiens de garde. Le titre pourrait le faire penser, parce que ceux qui tiennent la laisse des journalistes ne tiennent pas la laisse que des journalistes. Ils tiennent la laisse de la démocratie, ils tiennent la laisse de l'économie. Vous voyez de qui je parle. Donc, mon préambule, c'est celui-là. Depuis quelques années, la méfiance des Français envers les médias et les journalistes est devenue un des sujets à la mode pour les médias et les journalistes. On l'entend de plus en plus. Le dernier exemple en date remonte en janvier dernier avec un désormais annuel baromètre Lacroix-Verriand, qui est une boîte de sondage, La Poste. C'est formidable, les sondeurs. Vous avez Lacroix-Verriand, La Poste. Qu'est-ce qu'elle fout là? Surtout que La Poste, service public, c'est plus du tout le cas. Sur les médias, c'est le 39e, donc vous voyez, ça commence, qui affirme que 61% des Français pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Contre 31 qui disent qu'on peut avoir confiance. Bien sûr, des médias comme France Inter, Libé Le Monde relaient l'information. En décembre 2004, la Fondation Jean Jaurès, j'aurais un tout petit mot qui sait, publie une étude intitulée Exode informationnel, dans laquelle il était dit que des millions de Français
fuit un écosystème médiatique saturé d'informations répétitives, anxiogènes et conflictuelles. France Culture, relayé. Et en 2022, déjà, cette même Fondation Jean Jaurès publiait une étude titrée « Les Français, la fatigue informationnelle, mutations et tensions dans notre rapport à l'information ». Alors, juste une parenthèse, la Fondation, c'est un think tank payé par l'État socialiste et qui fournit énormément, qui est un des plus gros fournisseurs de sujets de toute la presse, parce que de plus en plus, ces journalistes restent dans les bureaux, et ce sont ce genre de think tank qui crée des thèmes de sujets que les médias vont délayer après. France Inter adore, France Culture, France Info, mais aussi Libé, Le Monde. Vous avez, à gauche, vous avez Jean Jaurès et Terra Nova. À droite, vous avez Fondapol. Dominique Régnier, je sais pas si ça vous dit, c'est un politologue comme c'est pas permis. Et vous avez l'Institut Montaigne, avec Nicolas Bavray, etc. Donc vous avez ce genre de think tank, et ça c'est déjà une indication qui fournissent clé en main des sujets, des études, qui sont absolument pas vérifiées par les médias, les journalistes ont le temps de la faire, mais qui est reproduite. Et ça, ils adorent faire ça. Donc il est loin le temps où la moindre critique des médias était difficilement entendable dans les médias, voire bannie des antennes et des colonnes. Moi, je suis de cette époque. Hein. Et que dire alors des analyses de Pierre Bourdieu, de Serge Halimi, des films de Pierre Carle, pour ceux qui connaissent, pas vu, pas pris, des attaques sardonnes de Pour lire, pas lu. Alors je vous montre juste. Et d'un autre journal qui s'appelait Le Plan B. Alors les jeunes, vous connaissez pas, mais les anciens, voilà les unes du Plan B. C'était un journal sardon. Voilà, vous voyez, c'était ce genre de une. C'était très discret. Vous voyez, ça donnait ça. Élection présidentielle, les journalistes sont formels, IAN. Ah, c'était Arad et Paquerette, hein. On était détestés. On nous accusait d'être un peu dans des caricatures un peu comme la presse d'extrême droite des années 20 déjà. Les antifascistes sont des fascistes. Élection, soyons mauvais perdants. On faisait pas dans la dentelle. Le Plan B, les médias veillent, dormez citoyens. On maniait l'humour sardon, hein. Une gueule qu'on aimerait écraser à coups de tatane. Subtil, mais on reprenait une de Charlie Hebdo des années 60, qui avait titré sur le maire de Rouen qui s'appelait Le Canuet, qui était un politique, mais vraiment une crapule giscardien, et ils avaient titré une gueule qu'on aimerait écraser à coups de tatane à l'époque. Et nous, quand on a sorti ça, on disait, mais qui est capable aujourd'hui, y compris Charlie Hebdo, bien entendu, de retitrer de cette façon-là, d'avoir vraiment une critique sarcastique. Vous voyez, les médias mentent. Et on a fait même un t-shirt qui marchait très bien, les médias mentent. Alors, attendez, il y avait celui-là, qui était peut-être pas mal. Les caisses sont vides, les coffres sont pleins, les économistes réfléchissent. Donc, c'est un chimpanzé. Ça, c'est les experts. Hein. Les banques, on les ferme. Les banquiers, on les enferme. Vincent Auriol, on n'avait pas par le dos de la cuillère. Hein. Pas de vacances pour le contre-pouvoir. Là, les falsificateurs de l'histoire de Berlin et Timisoara, et vous voyez qui c'est au milieu, c'est Laurent Geoffrin, l'ancien patron de Libération. Maintenant, pour les jeunes. Pardon, à droite, c'était Édouard Plenel. Et là, c'était Alexandre Adler. Bon, tu parlais des Ocean Guard. Je pense qu'une génération de jeunes, c'est un film qui a énormément vieilli. Beaucoup, maintenant, ils sont en EHPAD. Hein. Je vous disais encore Michel Cotta ou Christine O'Crane. De temps en temps, il la sort, Christine O'Crane. Mais bon, c'est compliqué pour la sortir. Il faut une dose de couches Pampers importante. Ça devient compliqué pour des brontosaures comme ça. Assez de Jérémia Descolos, nos idées pour détruire la planète. On était très très fin. Et quand on a disparu, parce qu'on s'est sabordé, voilà, on a titré un journal qui meurt, c'est un peu de liberté en plus. Vous voyez le niveau. On a distribué ça dans les manifs du 1er mai, mais même les syndicalistes venaient en disant vous pouvez pas dire une chose comme ça. Mais bien sûr qu'on peut dire une chose comme ça. Ah, dans l'état actuel qui étaient les médias déjà à l'époque, on pouvait dire un truc comme ça. Mais bon, alors ça, bien sûr, vous imaginez bien que les médias laissaient pas passer des choses comme ça. Tous ces noms, donc, étaient imprononçables par nombre de journalistes.
Car en réalité, est-ce qu'une critique catégorique des médias est-elle audible par ces mêmes médias aujourd'hui? Parce que s'ils font une critique, c'est pour parer au tsunami. C'est parce qu'ils voient bien qu'il y a des sondages comme La Croix qui s'est mis à sonder les gens, que ça passe pas. Donc, ils préfèrent aller en avant, tenter de faire une digue pour éviter les inondations. C'est un peu d'actualité. Mais les digues, elles craquent par moment. Vous voyez, ça, c'est le propre des digues. Donc, effectivement, quel intellectuel politique syndicaliste se garde bien actuellement de dénoncer cet espace totalement naturalisé? L'espace médiatique, pas comme il fonctionne, mais le fait qu'il soit là, de cette façon-là, et je vais vous en parler, surtout vous les jeunes, il est en quelque sorte naturalisé. Et c'est aussi quelque chose que je vais vous poser ce soir, les dégâts que ça peut faire. Et donc, quand les rares se risquent à le faire, eh ben, je vous raconte pas, ils s'en prennent plein la gueule, mais plein la gueule. Bien sûr, vous voyez de qui je veux parler. Dernièrement, Europe 1, bon, c'est Europe 1, vous allez me dire, mais quand même. Bon, et pourquoi ça veut pas marcher? J'ai enlevé le son. Pour le volet des influenceurs sur Internet, les réseaux sociaux, au cours de cette conférence, On va y aller mollo, attendez. il y a ce qu'il appelle Non, mais je vais diminuer le son. Je sais un peu comment ça marche. les nouveaux médias, des médias numériques alternatifs triés sur le volet des influenceurs sur Internet, les réseaux sociaux. Au cours de cette conférence de presse, qui aura duré 1h46, le leader de la France Insoumise s'en est pris à nous, à Europe 1, CNews, Alors, 1h46, ça veut dire que c'est une conférence de presse de l'Iran, de Fidel Castro, etc. Vous avez entendu le lien, mais que c'est comme ça. Bon, voilà. Et je ne suis pas supporter number one de Mélenchon. Hein, je tiens à vous le dire. Je vote France Insoumise, je le dis là. Ça, c'est mon côté militant, mais ce que je vous dis là, c'est une analyse. Donc, je continue. Des défaillants, attention à 2027, l'empire Bolloré sera rompu et sera vendu à la découpe. Je veux dire, enfin, ça me paraît tellement évident. C'est ce qu'ont fait les résistants en 45 quand on a gagné. Ils ont posé la non-accumulation des titres et arrêté les monopoles. Enfin, je veux dire que si on veut, on en parlera, on aura l'occasion d'en parler. Il va bien falloir passer par quelque chose juste après ce qui, mettons, serait une victoire de notre camp. Sur un truc, c'était quelqu'un qui me disait l'autre jour, il y aura deux structures qu'il faudra calmer, les banques et les médias. Et ça sera peut-être plus facile avec les banques qu'avec les médias. Ouais, mais les flics, c'est encore autre chose, si tu veux. Je veux dire, bien sûr, vous avez raison, on en parlera. Mais je veux dire que le dégât des banques est peut-être, et pas peut-être, est plus colossal que celui des flics. Celui, il est palpable pour nous tous. Par contre, sur ceux qui sont en train de mettre en place et qui une raison pour lesquelles les flics sont devenus complètement tarés, c'est que tout ce qui se passe d'argent public volé par les banques, par les capitalistes, par les industriels et les milliardaires, ceux qui tiennent la laisse, c'est au détriment d'un état de déliquescence dans des tas d'endroits et qui crée de la tension. Ah, les camarades de campus, je dis pas du mal de tous les médias, c'est les camarades de campus qui sont là. Je continue. Que Mélenchon rêve un peu trop. Pourtant, au tout début de la conférence de presse, pour expliquer sa démarche avec ce qu'il appelle les nouveaux médias, il disait clairement qu'il n'avait aucun problème avec les autres. Je n'ai pas de problème avec les médias, ce sont les médias qui ont un problème avec moi. Et en plus, aucun n'est visé en tant que tel. En personne, enfin si, il y a un autre média qui les dérange. Et puis, moi, je suis prêt à accepter, sauf frontières. Alors, les nouveaux médias d'extrême droite, non. Bah, c'est normal, non? On invite, qui on veut. Ah, la liberté. Et ça déroule. Hein. Alors, on s'est habitué. Moi, dans les années 70-80, je suis né en 58, et c'était inimaginable d'avoir un mec qui était là, qui paradait en disant « Il veut supprimer les médias d'extrême droite ». Vous vous rendez compte? On est à un niveau... La presse. Nous dérangeons parce que nous posons les questions qui fâchent. Mais là, pas d'inquiétude dans ce format avec les nouveaux médias bien triés. À gauche, allez, un petit compliment, première question. D'abord, je tenais évidemment à vous apporter mon soutien en représentant la racisme face à la cabale médiatique
donc l'objet. Et là, continuons la plaisanterie de cette conférence de presse. Bon, j'arrête parce que vous avez vu déjà le niveau. Mais je vais vous mettre un autre parce que l'autre, c'est de la radio et c'est France Info, le service public. C'est Renaud Dely qu'on trouve partout, qui est un journaliste multicarte. Et voici votre édito, vos éditos politiques, pardon, Renaud Dely. Plus d'attaques contre la presse ces derniers jours, elles proviennent de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, Adrien, c'est l'histoire d'un ancien journaliste qui ne supporte plus cette profession qu'il exerçait dans les années 70. Moi. C'est con, hein. Je veux dire, il y en a quelques-uns, hein. En plus, je peux vous dire. En France, il y a une critique radicale des médias, quand même. Dans plusieurs titres locaux du département du Jura. Et attention, lui n'a jamais été membre de ce parti médiatique servile, couché, adepte du mensonge et de l'inquisition qui inflige des gardes à vue aux insoumis sur les plateaux télé. Tout ça, ce sont... Donc, c'est inimaginable pour un journaliste d'Europe 1, hein, d'extrême droite, mais pour un journaliste comme Renaud Dely, qui est le prototype même du journaliste propre sur lui. C'est pas un facho, Renaud Dely. C'est inimaginable, inentendable, ce genre de choses. Oui, en plus, il est payé. Attends, il est payé par notre argent, puisque c'est comme tu dis, c'est un fonctionnaire. Mais c'est des mecs qui ont émergé, je vous le redirai, entre public et privé. Parce qu'ils ont été beaucoup dans le privé, après ils ont été dans le public. Ce que je veux dire là, c'est que ils ne peuvent pas entendre. C'est pour ça que ils mettent en avant un peu une critique des médias, mais contrôlée par eux. Une pseudo-critique des médias. Bon, méfions-nous de cette critique des médias. Alors, j'ai dit, mais les médias doivent cependant prendre en compte aujourd'hui un ras-le-bol, on ne peut plus visible, d'une partie de la population envers les journalistes et leur manière de fabriquer des informations. Sur le net, les réseaux sociaux, dans la rue, il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas entendre la colère qui monte. D'où le minimum syndical médiatique d'autocritique, histoire tout de même de dresser, je l'ai faite et je la refais, des digues pour éviter les inondations. Alors, petite vérification. Vrai ou faux, Libé est-il sous assistance respiratoire de milliardaires? Oui. Ben oui. Hein, je l'ai juste là. Voilà, qui possède quoi? Hop. Voilà. Un milliardaire. Parce que ce que je vous ai pas dit, effectivement, c'est que les médias, du coup, se sont mis à faire des vrais ou faux. Pour montrer que, vous le voyez ça, Libé fait ça. Il fait Check News. Et le service de vérification, d'enquête et de pédagogie de Libé. Ils n'arrêtent pas de faire de la pédagogie et de vérifier le vrai ou faux. Ça, c'est également une émission de France Info. Vrai ou faux. Voilà. Pour vérifier les faits et lutter contre la désinformation. C'est-à-dire, plus ils sont dans la gadoue, plus ils tentent de se sauver. Enfin, ça sauve pas manifestement, peut-être face à des gens comme vous, mais c'est le cas. J'en avais d'autres questions, vrai ou faux. Bon, c'était celle-là. Alors, c'est là où je voudrais poser quand même un bémol à ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas cependant s'illusionner plus que cela sur le phénomène de ras-le-bol médiatique. Il existe indéniablement une colère contre les médias, je pense que vous en êtes, une méfiance des informations, voire une haine même des journalistes. Dans certaines manifs, ça bouge un peu, ça tangue un peu quand on voit des CNews ou voire des BFM. Bon. Mais elle existe, elle cohabite, cette méfiance, avec une acceptation du cadre de la presse et nous tous, vous tous. Cette critique ne remet pas réellement en question le poids des informations dans nos vies quotidiennes. Elles sont omniprésentes dans tout l'espace public et privé, dans les toilettes des aires de repos des autoroutes. Je suis parti en vacances la dernière fois, bim, autoroute FM, je vais pisser, j'entends un flash d'info. C'est-à-dire l'info de Dob qu'on entend partout. J'ai pas demandé à ce moment-là. Et ça passait. Vous voyez, on les voit donc sur ces aires de repos, éventuellement à l'intérieur des cuisines ou des salons. L'information est ainsi devenue au fil des décennies un produit quotidien, que l'on consomme. Alors ça dépend les classes sociales, ça dépend les groupes, que l'on consomme au même titre par exemple que les vêtements. On s'habille le matin, on écoute la radio ou on regarde son portable, on change souvent d'habits, on les renouvelle régulièrement. On fait de même avec l'information. Même si on est contre, même si on n'est pas d'accord, elle baigne. Elle pose certes questions, sans pour autant remettre en question réellement sa présence. On l'a en quelque sorte naturalisée,
Elle fait partie du décor. Et ça, c'est important, surtout par rapport à vous les jeunes qui êtes arrivés dans un monde comme cela. Je vais un tout petit peu l'expliquer. C'est que, au fond, on ne mesure pas la vision du monde qu'on a par les informations. On ne mesure pas. Moi, je m'amusais, je faisais des interventions dans les lycées, des profs de SES me faisaient venir et je posais toujours des questions en classe. J'ai eu des LEP, par exemple, des premières à Pasteur, ou etc. Et je posais la question, est-ce que vous consommez de l'information? Est-ce que vous écoutez de l'information? Alors, j'avais 80% qui levaient la main, oui. Donc, j'ai dit, maintenant, vous me regardez, vous avez regardé les profs, vous avez arrêté de regarder les profs, vous faites pas les malins pour plaire aux profs, les yeux dans les yeux, est-ce que vous regardez? Alors, qui regarde beaucoup de l'info? Ou qui écoute? Ou qui lit? 4. Allez, un peu. 8, pas du tout 80%. Ah, je dis, je pense que on est plus peut-être dans une réalité. Après, je vous pose des questions. Je leur pose la question du nom de la fille de Kate et de William. 100% me répondent le nom. À l'époque, c'était Daval, vous savez, le gars qui avait zigouillé sa nana, qui était parti faire du jogging et qui a fait partie des recherches et qui pleurait et qui a baisé ses beaux-parents, faisant croire, etc. Qui le connaissait? 100%. Alors, je leur disais, mais je comprends pas très bien. Vous me dites que vous consommez pas de l'information et vous connaissez. Ah, mais ça, monsieur, c'est pas de l'info. Non, c'est des faits divers. C'est de l'info. C'était intéressant déjà comme information. C'est qu'ils bouffaient de l'information sans savoir qu'ils bouffaient de l'information. Parce que même les réseaux sociaux, etc., ils peuvent regarder des reportages qui sont passés par les réseaux sociaux, qui sont de journalistes de télé, qui ont été transformés ou travaillés. Donc, beaucoup de la toile de fond, y compris des réseaux sociaux, y compris de nos médias qu'on consomme, alternatifs, passe par une ligne de fond de l'information. Parce que faire de l'information, découvrir de l'information, c'est un boulot qui coûte très, très cher. C'est pas à toi que je vais le dire. C'est quelque chose, des types d'informations, des enquêtes, ça prend des mois, des années. Et je vous en parlerai par exemple. Donc, vous voyez, il y a ce décalage. Et donc, on mesure pas, au fond, l'idée d'un monde, nous, occidentaux, blancs, ou pas blancs, mais occidentaux, de nos sociétés, l'idée du monde qu'on a par les médias, par une toile de fond médiatique. On ne mesure pas le niveau de PFAS et de polluants éternels qu'on a dans la tête. Là, vous le voyez mieux, la comparaison. Tous, moi, nous tous, on a des PFAS et des polluants éternels. Sans le savoir. Maintenant, on le sait. Mais pendant des années, on a bu de l'eau, alors ma génération encore plus, et on buvait des PFAS, etc. Vous, encore, vous avez remarqué qu'il y a des PFAS et des polluants éternels. Mais je peux vous dire qu'il y a une grande partie des gens qui consomment des médias. Il y a quand même 7 et 6 encore pour le 20h de TF1 et de France 2. Ça fait 13 millions qui bouffent. Je vous raconte pas les PFAS qui bouffent. Je vous raconte pas. Donc, juste petite histoire, ça c'est plutôt pour les jeunes, c'est le tout info. Est devenu maître en la demeure. Ça, faut que je fasse un petit retour en arrière. Il faut remonter aux années 80-90, à leur logique déjà libérale et dérégulatrice. Le gros poids de la dérégulation des services publics, je ne vais pas le dire à un camarade économiste qui est dans la salle, ces moments de dérégulation, on en parle dans ceux qui tiennent la laisse, sont autour des années 80-90 et les socialistes avec François Mitterrand sont à la manœuvre. Hein. Vous le verrez dans ce film. Donc, la première chaîne d'information continue, c'est les États-Unis, CNN en 81. Il n'y avait pas d'information en continu avant 1981. Deuxième chaîne, toute info, première en France en tout cas, c'est France Info, en radio, 1987. En 1986-88, ils vont avoir l'apparition d'une chaîne qui s'appelle la 5. C'est la première chaîne privée qu'autorise par dérégulation libérale le pouvoir socialiste. La 5 était aux mains de Silvio Berlusconi, qui est offert, vous connaissez Silvio Berlusconi, hein, qui est offert. Et le second qui a pris la 5, c'est Robert Arsan, qui était collabo fasciste pendant la guerre. Oui, donc ça vous montre déjà un parti que j'adore. La 5 arrive
et va faire du direct. C'est la première chaîne qui ose faire du direct. Et ils vont faire notamment, et on en reparlera juste après, la révolution roumaine, celle de 87, où effectivement, on voit la révolution en direct. Et vous verrez les conséquences de faire du direct, première fois ce que ça a fait. Donc après, vous avez LCI en 94, vous avez iTélé en 99 qui est devenu CNews, BFM en 2005 et France Info TV en 2016. Donc vous voyez là, il y a l'installation de la logique de toute info qui va imprégner tout le champ des médias, mais tout le champ des médias. Et ça, je vais vous le montrer. C'est y compris la presse écrite avec l'arrivée d'Internet. Tous les journaux de presse écrite, que ce soit Le Monde, Libé, La Croix, Le Figaro, etc., interviennent dans des moments pas forcément d'actualité haletante, à la con, genre la nomination du gouvernement. Et ce temps-ci, ça a duré des semaines, ce genre de conneries. Eh ben, moi, j'en ai maintenant des saisies d'écran directes. Il se passe rien, direct. Le Monde. Ça veut dire que vous avez des journalistes qui sont leur cul assis sur des chaises et qui tapent, qui sont pas sur le terrain à faire des enquêtes et qui font du direct. Donc, avec des risques de dérapage, les mêmes risques que LCI, que CNews et que BFM et que France Info. Poup, 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 du fake news, entre autres. Vous verrez. Alors, effectivement, je vais vous montrer, ce paysage médiatique s'est transformé avec quand même, apparemment, ça a plu aux milliardaires, ce genre de décor. Et ben voilà ce qui s'est passé. Hein, je vous le montre quand même parce que même si vous le savez, c'est toujours intéressant de le rappeler. Voilà les propriétaires de médias. Le groupe LVMH en France, deuxième fortune française, il est passé deuxième. Enfin bon. Vous avez Les Échos, aujourd'hui Le Parisien, L'Opinion, la GFI, qui est un journal spécialisé dans la finance. Alors, il a tout un peu actuellement la presse économique. Il a Les Échos, Challenge qu'il vient de prendre, et la GFI. Après, il a Paris Match. Voilà. Après, vous voyez, il a Radio Classique. Il a des sites sur Internet. Voilà. Il a un site Internet, un média que vous connaissez pas, mais qui œuvre. Les journalistes qui travaillent sur ce média, Slate, vous voyez, il y a Atlantico, il y a L'Opinion, c'est le journal qu'on connaît pas, mais qui servent à des talk-shows sur les autres médias. Ils passent dans les informés de France Info. Donc, ils nous amènent leur petite musique constamment. Le groupe Dassault, cinquième fortune française, c'est Le Figaro Magazine, etc. Oui, c'est les armes, mais là je parlais des médias. Le groupe CMA-CGM, PH, média, pardon, c'est Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM, et qui, donc, c'est BFM, TV, RMC, La Tribune Dimanche, c'est un grand copain de Macron. Le groupe Free Xavier Niel, hein, alors lui qui possède Le Monde, Télérama, Courrier International, Le Monde Diplomatique, oui, à 49%. Mais Le Monde Diplomatique a une clause de totale liberté et d'indépendance par rapport au Monde. Mais ils sont affiliés au Monde. Mais il n'y a pas d'incidence, je vous dire, je les connais bien quand même. Manière de voir, il y a l'Obs, rue 89, le HuffPost, etc., etc. Vous voyez, il y a quand même du beau monde. Et il a même mis de l'argent à des moments donnés, à droite à gauche, dans des médias un peu alternatifs. Je crois qu'il avait même mis un moment où, si c'est peut-être plutôt Lagardère qui avait mis un peu dans l'humanité, puisqu'on y est. Alors, il possède Media One, qui est le plus gros producteur d'émissions en France, téléfilm émissions. C'est à vous, c'est dans l'air, c'est ce soir. C'est eux. C'est de la merde. Et ils produisent à peu près 70% du prime time en fiction en France. Donc, idéologiquement, quand je vous parle de PIFAS, etc., il y a une toile de fond sociétale, de goût, de téléfilms, de pratiques, etc., autorisées et non autorisées. Je vous dirai, pour conclure, quelque chose qui vient de nous arriver, je l'ai su aujourd'hui, par rapport à ceux qui tiennent à l'Est. Xavier Niel, qui est dans le film, avec des images, vient de nous interdire, c'est depuis hier soir. Donc, on a des avocats dessus, qu'on passe les images de Xavier Niel dans notre film. La liberté de l'information. Donc, je vous le dis parce que ça vient juste d'arriver. Vous avez après, on termine avec le groupe Kering, c'est Pinot, point de vue. Le groupe Bolloré, bon, ben voilà.
Le groupe Bouygues, c'est TF1, LCI, etc., etc. Le groupe, lui, c'est Marc Ladré de la Charrière, 28e fortune française. Il a tout l'Internet, Allociné, Pure People, etc. On s'en rend pas compte, mais ils tiennent. Le groupe Primivest, c'est un franco-libanais qui tient valeur actuelle. Oui, c'est sympa. Le groupe Revolt Media, qui tient toute la presse magazine, hein, qu'on appelle la presse magazine. Et les groupes internationaux, le géant Bertelsmann qui possède RTL M6. Donc vous voyez le spectre, à part quelques médias publics, et encore dans lequel viennent émerger des journalistes qui ont commencé à BFM, à Europe 1, etc. Donc leur indépendance commence à poser question, ils sont là. Juste cette accumulation de toute info a créé des énormes fake news. Notamment la 5, c'est un des premiers, avec le direct. C'est pour ça que je vous en parle. C'est le fameux, une des plus grosses bavures, c'est le charnier de Timișoara. Qui connaît pas cette histoire du charnier, le faux charnier de Timișoara? Qui connaît plutôt? Qui connaît? C'est majoritaire avant. Bon, c'est déjà pas mal parce que c'est pas forcément. En 89, donc Ceausescu est renversé, mais pour accentuer la critique, je dirais, du monstre que c'est, des Roumains à Timișoara vont créer un faux charnier. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans la morgue, ils vont découper des cadavres, les recoudre, les enterrer dans une fosse commune et faire venir les médias qui, dans cet esprit du tout info, du direct, vont aller comme un seul homme et vont le répercuter dans le monde entier. Dans le monde entier. Ça c'est TF1. Alors, je vous mets le son. C'est un journal de l'époque, hein, le 23 décembre 1900. Les manifestations sauvagement réprimées par la Securitas, la police spéciale sans redouter des humains. Les témoins oculaires ont révélé que des corps avaient été transportés dans des camions poubelles. Les conducteurs auraient été ensuite éliminés par la police, soucieux de ne laisser aucun témoin. 100 000 personnes, hommes, femmes, enfants, torturés, massacrés. Ça, c'est un des plus beaux trucs. C'est un enfant qui est recousu sur une mère. Sauf que c'est pas sa mère. C'est un enfant, parce que vous voyez, ils ont pas tout à fait le même état, la mère et l'enfant. La mère est morte d'alcoolisme, ça a été vérifié après, et lui, c'est un mort prématuré du nourrisson. Tout a été enquêté et bien sûr retrouvé après, 4-5 ans après. Mais vous imaginez les dégâts, les effets et comment ils se posent, et ce que le tout info entraîne. Deuxième fake news, et ça c'est encore des guerres comme par hasard, on va en parler peut-être avec celle qui arrive ici, c'est les couveuses du Koweït. La guerre du Golfe, 91. Saddam Hussein rentre dans le Koweït, rentre dans l'hôpital à la maternité, débranche les couveuses et jette les bébés à terre. C'est ce qu'on nous a dit. En fait. Oui, c'est pas vrai, c'était ça aussi faux. Juste regardez. Non, c'est... Ah voilà, regarde. C'est une infirmière. C'est émouvant, hein. En fait, c'est pas une infirmière, c'est la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Non, mais plus c'est gros, vous vous dites, mais comme si nous, dans notre camp, on oserait faire des propagandes de ce style. Imaginez, jamais on oserait, vous voyez. Non, les gars, ils y vont. C'est passé au Congrès américain et c'est passé sur toutes les chaînes. Donc voilà, ça continue. Et l'autre dernière, et ça, bis petita, ça reprend, les armes de destruction massive de l'Irak en 2003. Ça vous rappelle rien, ça? Les armes de destruction massive. Ah oui, mais j'ai mal lu alors. Il y a un K qui a été remplacé par un N.
C'est ça, il y a une faute d'orthographe, là, j'ai l'impression, vous voyez. Donc, et bis repetita, aujourd'hui, ça reprend l'autre de bouche, il avance en disant, ça fait des mois qu'on nous raconte quand même qu'il y a du nucléaire là-bas, alors que tous les gars sérieux disent, et les médias le répètent. Alors, parfois, ils font vrai ou faux, mais ils répètent quelque chose qui est faux. Parce que c'est ça qui est bien. C'est que dans le vrai ou faux, là, il n'y a pas de problème de mentir et que ça passe. D'ailleurs, si on en sortait des aussi grosses que nous, ils ne viendraient pas nous interviewer, vous imaginez bien. Donc, ça, c'est une toile de fond qui est complètement admise et qui se déroule constamment. Je vais vous laisser un peu la parole pour poser des questions et je ferai une deuxième partie. Juste, quand même, il y a quand même des journalistes qui ont résisté et qui résistent. Vous voyez bien, par exemple, là, actuellement, que les médias, au fond, comme en 91, pendant la guerre du Golfe, ou comme en 2003, en toute info, ils n'ont pas d'infos. Ils ont très peu d'infos. Il y a une frappe, mais ils n'ont pas les infos. C'est la propagande américaine que je dis, ou la propagande iranienne. Donc vous voyez bien que la marge de manœuvre du journaliste pour enquêter, elle est quasiment nulle. On pourrait très bien avoir un 20h qui dit, voilà, il y a eu des frappes aujourd'hui en Iran, à Beyrouth, à Téhéran, et voilà. Et on en saurait autant. Mais il continue. Regardez ce que dira un journaliste, qui était un journaliste un peu de courage, par rapport à la guerre du Golfe, qui s'appelait Marcel Tria. On était près d'un millier d'envoyés spéciaux à l'Arabie en Arabie Saoudite. On était arrivé gonflé à bloc avec un intérêt technique jamais vu depuis le début de la télévision. Jamais plus on se laisserait avoir comme un Timișoara et les grosses ficelles de la propagande de Saddam Hussein nous faisaient sourire. Cet événement-là, on allait le faire vivre en direct à tout un pays. Mais il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que les Américains de leur côté avaient tout prévu. Non seulement pour nous empêcher à tout prix de remplir nos commissions d'information, mais surtout pour faire de nous des instruments dociles de la plus fantastique machine à désinformer jamais concoctée par un pays en guerre. On en a pris conscience au moment de la bataille de Rajib, et là, tout d'un coup, la colère nous a pris. Alors, quand il dit on, c'est parce que c'était un journaliste qui était sympa pour les autres journalistes. Hein. C'est lui qui a fait ce j'accuse-là. Marcel Tria, c'est un gars qui a été viré en 68. C'est un gars, quand il a été viré, quand à Longwy on a fermé la sidérurgie, il a animé une radio libre interdite à l'époque qui s'appelait Lorraine Cœur d'Acier. C'était un gars du SNI-CGT, c'était un vrai journaliste. Il y en a encore, hein, bien sûr, il y en a quelques-uns. Mais effectivement, là, il racontait ce qu'on pourrait raconter aujourd'hui. Et là, il n'y a plus de Marcel Tria, apparemment. Hein. Pour dire, mais attendez, quelle marge de manœuvre on a? Quelle marge de manœuvre? Donc, dernier petit point, avant effectivement de vous laisser, un peu la parole. Juste, ce qui est intéressant. Alors, j'ai écrit ça aussi. Donc, et ce n'est pas l'arrivée de ces chaînes Toute Info qui a amélioré la qualité de l'information lors de conflits comme celui d'aujourd'hui en Iran ou au Liban. Bien au contraire, les heures de direct ont été autant l'occasion de propager la parole officielle à l'infini. Les journalistes n'ont réellement pas le temps, voire la volonté d'enquêter, de recouper les informations, menées par cette frénésie de direct qui doit produire coûte que coûte une information low cost de très mauvaise qualité. Ça donne ceci. Pendant que des centaines d'Iraniens sont déchiquetés par les bombes, des dizaines de Libanais ensanglantés par des missiles, et je mets les mots qu'il faudrait dire, démembrés, ce qui se passe en Iran, c'est terrible et sordide. Des milliers de logements dévastés. Le service public de la radio, ici, publie une carte interactive de la France sur son site, à grand renfort de publicité, afin de signaler aux citoyens le meilleur prix de carburant à côté de chez eux. Alors, certes, le prix des carburants pour des petits foyers, ça impacte, mais ça impacte quand même. Il faudra avoir juste un peu de savoir raison garder, un peu moins du massacre qui s'opère depuis des années en Palestine, à Gaza, et qui continue à se faire en Irak, au Liban, etc. Je veux dire, on peut être impacté. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Mais il faut quand même juste un peu savoir raison garder, quand même. Vous voyez? Et effectivement, ça donne ça. Regardez, c'est ici, hein, service public voilà. Choisissez une région, zoomez sur la carte pour obtenir les tarifs des carburants. Et ça a été annoncé pendant 4 minutes dans France Info. J'écoute et hop, je vais chercher. Alors vous cliquez, moi j'ai cliqué pour savoir à Lille, effectivement, et j'ai vu. Il faut qu'il y ait des journalistes. Il
Non, actuellement, je n'utilise pas ma bagnole, je suis toujours en vélo. Donc. Mais il faut qu'il y ait des journalistes qui fassent ça quand même. Faites une école, vous faites l'IEP, Sciences Po, Bac plus 3 ou 4, vous faites le CFJ ou le SJ, et vous faites une carte interactive pour faire le prix des carburants. Ne dites pas à ma mère que je suis journaliste, elle pensait que j'avais un Bac plus 5. Ah ben, c'est quand même assez impressionnant. Alors, cerise sur le gâteau, je vous le dis, c'est que effectivement, eh ben, on est dans quoi là? On est dans une série depuis, par exemple, le 28 février, LCI est en édition spéciale. Encore aujourd'hui, édition spéciale. Regardez, là c'est le 6, là c'est le 4, édition spéciale. Là c'est le 8 mars, édition spéciale. Là c'est le 9 mars, édition spéciale. Le 28 février, édition spéciale. Ils sont en édition spéciale. D'accord? C'est le logo qu'il y a. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Les autres s'y mettent aussi. Vous avez ça, c'est quoi? Arte. Arte. Édition spéciale, mais plus qu'on y est. Hein? Là, ben, Radio J, bon, je l'ai fait volontairement pour le mélanger avec Arte. N'y voyez pas de malice antisémite. Donc, CNews. France 2, le 20h, édition spéciale. BFM, édition spéciale. France Inter, édition spéciale. Édition spéciale, je l'ai là, bien entendu, je l'avais vu. Vous avez C'est à vous, édition spéciale. Ils sont tous en édition spéciale. C'est dans l'air, pardon. Oh, ça pouvait être pareil. Et attendez, c'est pas fini. Parce que, voilà. Mais la presse écrite est en direct, comme je vous disais. Tout le spectre et le champ a été envahi. Direct. Sud-Ouest. Guerre au Moyen-Orient. Direct. Comme France Info. Comme CNews. Tout ça, on l'a quasiment naturalisé, adoubé. Mais il faut quand même remonter pour voir que c'est quelque chose. C'est un phénomène qui a 40 ans, ou 20 ans, 30 ans surtout sur ces directs. Donc vous avez TF1 qui le fait bien entendu, vous avez RTL, la radio, direct, vous avez Le Figaro en direct, vous avez Les Échos en direct, vous avez Libération en direct, vous avez Le Monde en direct, vous avez RFI en direct, vous avez BFM en direct bien sûr, Ouest France, ils sont tous, même La Voix du Nord en direct. Même La Voix du Nord. Alors je peux vous dire que le direct de La Voix du Nord sur sur l'Iran, vous imaginez, le gars il est sur la Grande Place et vas-y Jeannot, hein. C'est ça qu'il a de l'Iran lui. Alors c'est sûr que les immeubles effondrés, les corps déchiquetés, mais il est hors sol. Ça lui passe, mais alors au-dessus, comme c'est pas permis. Et au fond, au final, et je m'arrête dans un premier temps là-dessus, en réalité, ces logos édition spéciale ou direct n'ont de but que de vendre la tranche d'information et le produit fabriqué tant bien que mal à des clients conditionnés, nous, à être captifs et excités. Édition spéciale, direct, il y a une addiction à l'info. Les gars écoutent France Info comme une addiction. Moi, le premier, je l'ai fait. Vous voyez, alors ça, c'est les classes moyennes, un peu moyennes supérieures. Genre les profs, etc. Ils écoutent l'information, c'est important, parce que l'information, c'est la défense de la démocratie. Ma femme est prof, elle les entend bêler en salle de prof. Hein. Ah, c'est important l'information. Il y a même un truc qui s'appelle le CLEMI, qui est la défense de l'information, de l'enseignement. Ils ne nous invitent plus depuis. Ils m'ont invité une fois. Une fois, ils m'ont invité. Elle m'a ramené dans le train. La nana m'a pas parlé pendant toute la route. C'était une formation des profs. C'était après manger à 14h. Ils avaient mangé. Donc, des profs qui font une formation Clémy, si vous voulez, c'est pour pas faire court et pas se retrouver devant leur gamin en face et pour manger tranquille. Eh ben, je leur ai fait un coup outreau, je leur ai fait. Mais outreau, bavure médiatique, pas bavure judiciaire. Ils ont écouté et à la fin, ils étaient debout et ils applaudissaient. Elle m'a pris, elle m'a mené dans le train, ils m'ont jamais pu rappeler. Jamais pu rappeler. Et pourtant, on ne faisait que raconter quelque chose qui était pas militant, qui était un vrai travail d'investigation. Donc, effectivement, le direct et l'édition spéciale sont une forme de pub censée appâter le chaland. Une guerre s'avère pour la presse aujourd'hui autant une opération médiatique qu'une opération surtout commerciale et mercantile. Fin de la première partie, et vous verrez, je vais parler d'information marchande derrière. Ouais. Non, mais perdons pas de temps, posez des questions. Merci Gilles, chers camarades et chers militants.
pour ton expertise. Avant de vous donner la parole pour poser des questions et puis continuer la discussion, je voudrais également prendre la parole au nom de l'URC, donc l'Union pour la reconstruction communiste, rajouter quelques éléments d'analyse. Et juste pour préciser rapidement, donc c'est nous qui sommes à l'initiative de cette conférence ce soir, l'Union pour la reconstruction communiste. C'est une organisation qui, comme le nom l'indique, œuvre à la reconstruction d'un parti communiste véritablement révolutionnaire. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder un peu notre documentation et à ne pas hésiter à venir acheter un petit badge avec Hello Kitty qui fume un cigare cubain. Donc juste pour mettre en avant quelques éléments d'analyse politique un peu plus généraux, après tous ces éléments importants que nous a montré Gilles, il convient de dire d'abord que pourquoi on a voulu t'inviter ce soir, parce qu'on pense en tant que communiste que c'est fondamental de toujours partir des faits, de toujours repartir de la réalité matérielle pour comprendre une situation, mais également d'être capable de comprendre ces faits et cette réalité matérielle dans son mouvement. Et tu l'as évoqué, la critique des médias n'est pas la même dans le temps. Et même si on prend juste la période qui nous sépare des nouveaux chiens de garde, il y a 15 ans en gros, on a vu une accélération, notamment de la fascisation des médias, avec notamment CNews, qui est un peu à l'avant-garde de ce mouvement, mais qui n'est en fait qu'une expression dans le champ médiatique du processus de fascisation que subit la société et la politique en général dans notre pays. Et pourtant, malgré ce processus de fascisation, malgré CNews, malgré Frontières, les médias restent, semble-t-il, incriticables pour la bourgeoisie, pour les gouvernements successifs. Pour pas mal de citoyens. Et pour aussi beaucoup de citoyens qui sont influencés par la propagande. Et les médias sont toujours autant, et y compris dans l'éducation nationale, présentés comme des garants de la démocratie. Et c'est le premier élément sur lequel on voulait faire réfléchir ce soir. C'est vraiment de dénoncer le fait que, comme tu l'as dit, le journaliste est uniformisé et instrumentalisé pour servir les intérêts de la bourgeoisie française. Ceci étant dit, et tu l'as évoqué, il y avait une intervention aussi dans le public, c'est pas la seule profession qui remplit cette fonction. La police, ça a été dit tout à l'heure, sert aussi, est totalement uniformisée, est totalement instrumentalisée et utilisée par le pouvoir pour maintenir sa domination et pour réprimer, on le voit clairement, de plus en plus brutalement, tous les mouvements sociaux. Et d'ailleurs, c'est une expression qu'on entend souvent, les journalistes sont des genres de flics de la pensée. Je pense que de ce point de vue-là, le parallèle peut se faire. Tu as parlé un peu de l'éducation nationale. Les enseignants sont tout autant, et je me permets de le dire parce que je travaille dans l'éducation nationale, sont tout autant uniformisés et instrumentalisés, et de plus en plus, dans la ligne du processus de fascisation, sont utilisés par la bourgeoisie comme un formidable outil de propagande, tout simplement parce que les enseignants sont un outil de propagande légal, légitime, et là encore, comme les journalistes, pratiquement incritiquable. Et d'ailleurs, pour ce qui s'agit de l'éducation nationale, le processus de fascisation, encore une fois, radicalise cette tendance, ce qui a pu s'exprimer depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, par exemple, par la succession de lois islamophobes qui empêchent l'accès à l'enseignement public aux élèves musulmanes, ou encore, comme ça a été illustré l'année dernière, par la suspension d'une enseignante qui avait eu le tort d'organiser une minute de silence à la demande de ses élèves pour les victimes du génocide à Gaza. La question, en fait, c'est pas de critiquer tel ou tel journaliste seulement, ou les flics, ou les enseignants. La question, c'est jamais la volonté individuelle, la bonne foi, ou les valeurs que défendrait telle personne. La question, c'est de comprendre le rôle social que joue l'institution journalistique, que joue la police, que joue l'enseignement national, et comment chacune est utilisée par le gouvernement. La Macron, l'année prochaine, ce sera peut-être un autre. C'était avant Macron, Hollande, puis avant Sarkozy encore. Comment tous ces gouvernements empêchent tout changement révolutionnaire en instrumentalisant et en utilisant ces institutions, et comment nous aussi, du coup, on doit les combattre le plus efficacement possible. Les journalistes réfléchissent quasiment uniquement selon une logique de corporation. On le voit bien à leur réaction quand on daigne le critiquer, et tu l'as très bien illustré, Gilles, avec cette conférence qui était organisée par la France Insoumise, et ça devient de plus en plus clair, l'ennemi numéro 1 des médias aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et en vérité, c'est probablement à raison, parce qu'il les formule régulièrement des critiques qui sont certes acerbes, mais qui sont aussi souvent très justes. Malheureusement, il faut quand même noter que les journalistes attaquent la France Insoumise et le mouvement social en général, qu'ils soient de droite, capitalistes, qu'ils soient malheureusement soi-disant de gauche ou indépendants. Et l'actualité récente a malheureusement montré que même Mediapart, qu'on pouvait pour certains penser comme un journal de gauche, aboie en fait totalement avec la meute quand il s'agit de défendre la corporation journalistique.
Pourquoi je dis tout ça sur les journalistes et l'esprit de corporation? Parce que il faut politiquement comprendre que la logique de corporation doit être dépassée définitivement. Et c'est pas seulement qu'elle doit être dépassée, c'est qu'elle est déjà dépassée historiquement. La logique de corporation est dépassée depuis plus de 150 ans, organisationnellement d'abord, parce qu'en 1895 a été fondée la Confédération Générale du Travail. Et c'est dans le nom, c'est une confédération qui unit donc toutes les branches de métier dans un combat syndical unitaire contre le capitalisme. Organisationnellement, la logique de corporation est dépassée. Politiquement, la logique de corporation est dépassée. Depuis là aussi le 19e siècle, et que les théories de Marx et d'Engels notamment nous ont appris, comme ils le disent dans le manifeste du Parti communiste, je les cite, que l'histoire de toute société n'a été que l'histoire des luttes des classes. Et que donc, le combat politique doit se mener à l'échelle de la classe et pas à l'échelle du petit intérêt étriqué de la corporation journalistique ou enseignante. Les médias prétendent donc défendre l'intérêt commun, au-delà des clivages sociaux, et le journalisme bourgeois prétend dépasser la lutte des classes par leur pseudo-objectivité, qui, quand on a fait un peu de sociologie, n'est pas seulement un mensonge, mais même un non-sens scientifique. Selon nous, il faut sortir les journalistes, mais tout autant les enseignants, et en fait tous les corps de métier, de la logique de corporation, et apprendre à repenser collectivement, politiquement, ensemble, à l'échelle de la classe. Et il faut aussi, à terme, savoir redonner le rôle moteur à la classe ouvrière, qui est la seule classe véritablement révolutionnaire, et qui doit redevenir le moteur de l'histoire. Ça, c'était la première chose qu'on voulait mettre en avant pour réagir sur le sujet. Juste sur les journalistes, j'amènerai non pas des critiques par rapport à ce que dit mon camarade, mais quelques nuances, parce que étant de la profession et connaissant assez bien, je montrerai effectivement, tu as tout à fait raison de parler corporation, mais au fond, certains groupes de journalistes différents pour aussi poser le fait que bien des journalistes aujourd'hui ne sont pas maîtres à la demeure, comme dirait quelqu'un. On entend parler de journalistes animateurs, vedettes, éditorialistes, mais qu'il y a des petites mains du journalisme qui sont obligées d'aller sur le terrain en obéissant à leur chef et ramener ce qu'il faut. Et ça, j'en parlerai juste un peu à la fin. J'ai voulu parler effectivement de cadre structurel pour montrer comment les journalistes travaillent dans ce cadre structurel. Il faut poser le cadre structurel avant. Ça, c'est mon côté. Je peux être militant, mais mon travail, il a une ossature politique, il a une ossature, comme tu le dis, marxiste. Ça ne veut pas dire que je suis militant. Ça veut dire que j'ai un regard de l'histoire sur comment ça marche aussi. Ça, c'est important de le préciser. Après, on pourra peut-être poser des questions. Alors, donc, le deuxième point qu'on voulait mettre en avant, c'est de réinterroger, en fait, le titre de la conférence, qui, si vous en souvenez, est l'information, un danger pour la démocratie, point d'interrogation. Et en fait, le réinterroger en allant plus loin. D'abord, sur qu'est-ce que c'est la démocratie, et deuxièmement, est-ce que la démocratie est-elle seulement une bonne chose? Pour résumer notre point de vue sur la question, la démocratie en système capitaliste est une fable. Et pour développer ce point de vue, je vais me contenter de citer Vladimir Lénine, qui dans l'État et la Révolution a dit, je cite, « La société capitaliste nous offre une démocratie plus ou moins complète en république démocratique. Mais cette démocratie est toujours confinée dans le cadre étroit de l'exploitation capitaliste. Et de ce fait, elle reste toujours, quant au fond, une démocratie pour la minorité, uniquement pour les classes possédantes, uniquement pour les riches. La liberté en société capitaliste reste toujours à peu près ce qu'elle fut dans les républiques de la Grèce antique, une liberté pour les propriétaires d'esclaves. Par suite de l'exploitation capitaliste, les esclaves salariés d'aujourd'hui demeurent si accablés par le besoin et la misère qu'ils se désintéressent de la politique et que la majorité de la population se trouve écartée de la vie politique et sociale. Démocratie pour une infime minorité, démocratie pour les riches, tel est le démocratisme de la société capitaliste. Ça, c'est ce que nous a enseigné Lénine. À quoi est pourtant censée servir la démocratie, si on suit les médias, l'éducation nationale et la police? La démocratie est présentée comme une forme de gouvernance de l'État, et plus précisément, celle qui est censée être la plus juste. Il faut aller plus loin et s'interroger sur ce qu'est l'État. Parce que contrairement à ce que prétend la propagande capitaliste, l'État n'est pas juste un instrument de régulation des conflits
entre les différents groupes sociaux. C'est pas juste une institution qui surplomberait les divergences de classe pour créer une harmonie. Ce qu'est l'État, c'est Friedrich Engels qui nous l'a appris cette fois. Je le cite. L'État n'est donc pas un pouvoir imposé du dehors de la société. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement. Il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en opposition inconciliable qu'elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de l'ordre, et ce pouvoir, né de la société et qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'État. L'État n'est donc pas neutre, c'est un instrument de domination pour la classe politique qu'il dirige. Il faut, collectivement, sortir de ce mythe de l'État démocratique bourgeois qui serait le seul horizon politique indépassable. Nous sommes, en ce qui nous concerne, communistes et considérons donc, au contraire, que l'État démocratique bourgeois est une réalité qui doit à terme être abolie et remplacée. Par quoi donc? L'horizon final est une société débarrassée des inégalités, une société sans État, qu'on appellerait le communisme. Et que faut-il entre-temps? C'est cette fois Marx qui a apporté la réponse. Je le cite. Entre la société capitaliste et la société communiste se place la période de transformation révolutionnaire de celle-là en celle-ci. À quoi correspond une période de transition politique où l'État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat. Ce à quoi Lénine a apporté les précisions suivantes, je le cite, la dictature du prolétariat, c'est-à-dire l'organisation de l'avant-garde des opprimés en classe dominante pour mater les oppresseurs, ne peut se borner à un simple élargissement de la démocratie. En même temps qu'un élargissement considérable de la démocratie, devenue pour la première fois démocratie pour les pauvres, pour le peuple et non pour les riches, la dictature du prolétariat apporte une série de restrictions à la liberté pour les oppresseurs, les exploiteurs, les capitalistes, je rajouterai les journalistes. Ceux-là, nous devons les mater afin de libérer l'humanité de l'esclavage salarié. Ça, c'était le deuxième point qu'on voulait mettre en avant sur la question de la démocratie. Et la troisième chose, c'est pour parler un peu plus d'actualité politique concrète et actuelle, c'est de réfléchir à comment on doit, en tant qu'organisation politique, en tant qu'individu, répondre à la propagande médiatique et comment on doit s'en défendre politiquement. Puisque les années récentes l'ont encore démontré, les médias sont véritablement les nouveaux chiens de garde et c'est bien la bourgeoisie qui tient leur laisse. Le génocide à Gaza a été l'occasion d'un matraquage massif de propagande qui aujourd'hui trouve sa concrétisation, vous l'avez peut-être entendu parler, dans la loi Yadan qui vise à criminaliser le soutien au peuple palestinien. On a donc une offensive de propagande médiatique qui finit par trouver un relais politique dans une loi qui vise à restreindre les libertés démocratiques. Depuis quelques semaines et la mort d'un militant fasciste dans une bagarre de rue à Lyon, une nouvelle séquence de propagande s'est clairement enclenchée. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le processus de fascisation impacte les médias et il nous force à clarifier nous aussi nos discours. La gauche de droite, c'est-à-dire le PS, mais malheureusement ça va jusqu'à certains qui se prétendent communistes, la gauche de droite propose comme stratégie pour répondre aux médias une stratégie réformiste qui revient à renoncer toujours plus à nos idées, à rejoindre des positions centristes sur une logique pseudo-unitaire. Au contraire, nous sommes convaincus que c'est la mise en avant d'un projet égalitaire radical, d'un projet révolutionnaire, d'un projet communiste qui seul peut permettre de répondre à la crise du capitalisme autrement que par la montée du fascisme. Et dans ce contexte, la bourgeoisie a, par la voie des médias, clairement désigné son ennemi. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, on l'a déjà dit ce soir, l'ennemi de la classe dirigeante, du processus de fascisation et des médias qui en sont le relais, c'est la France insoumise. Tout simplement parce qu'elle constitue objectivement aujourd'hui la principale force de rupture contre le capitalisme néolibéral et l'impérialisme fascisant. Et c'est pourquoi l'URC Nord, en cohérence avec nos idées révolutionnaires, a décidé de soutenir les listes de la France insoumise aux municipales, en étant présent sur ces listes et en participant aux campagnes, notamment à Lille, Hélène, Lomme, Roubaix, Tourcoing ou encore Villeneuve-d'Ascq. Car, si le processus révolutionnaire se fait toujours par étapes, il est ininterrompu.
Et si la lutte des classes constitue la centralité absolue de la pensée révolutionnaire, cette lutte des classes se manifeste de différentes manières dans le temps et l'espace. Communistes, nous sommes de tous les combats, contre le sexisme, contre le racisme, le colonialisme, le fascisme. Et nous ne rejetons dans nos combats aucun mode d'action, y compris la lutte électorale, car notre objectif est bien la défaite du capitalisme par tous les moyens nécessaires. Je ne serai pas plus long, je vais conclure là. Mais pour conclure, je voudrais reprendre un célèbre slogan communiste, puisque aujourd'hui, en ce moment, comme dans les années 30 et 40, alors que la bataille se menait dans les urnes et dans la rue, de la même manière, nous devons aujourd'hui nous battre contre le fascisme. Et donc contre les capitalistes et leur propagande médiatique. Chers camarades, nous ne devons plus faire un seul pas en arrière. Je vous remercie. Pour des questions du coup Oui, ça, vous avez été pas mal gavé. On peut peut-être poser quelques questions on peut peut-être vous pouvez poser quelques questions déjà sur la partie qui a été faite un peu sur cette omniprésence médiatique et le fait que même si on n'est pas d'accord, qu'est-ce que ça peut produire, témoignages ou idées. Le camarade à l'écharpe rouge, pardon. Oui, Attends 2 secondes, 2 secondes. Faut le prendre le micro. Non, justement, je dois relancer la vidéo parce qu'elle va s'arrêter et il faut parler fort parce qu'il n'y a pas de micro pour les questions. D'accord. Je vous demande Ok. 1 minute. Pas de problème. À ton avis, Gilles, Elle veut relancer la vidéo. Ça veut dire qu'il faut attendre. Faut attendre apparemment. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. C'est ça. Après, on peut peut-être. Je vous demande 1 minute d'entracte technique. Après, on peut essayer. Hein. Le micro est un peu long quand même. Je sais pas si ça peut le faire. Ou si le camarade peut se lever. Faut pas trop tirer dessus plus que ça. Parce qu'après, il peut avoir une question et tout ne peut pas être pris tout de suite, peut-être. Ça éviterait de casser le rythme, peut-être. Bon, du coup, en tout cas, je donne l'ordre des paroles. Il y avait le camarade avec Vas-y, l'écharpe vas-y, rouge, pose la question. Saïd, et après, il y a Clément. Non, mais tu ne seras pas à l'image, t'imagines. C'est pour le son aussi, ça va être séparé sinon. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Non, Allez. mais vas-y. oui, à ton avis, Gilles, quelle est la nature et l'importance en fait des fake news maintenant avec Internet et les réseaux sociaux, d'autant plus qu'avec les réseaux sociaux, on a à boire et à manger. Et d'autant plus que maintenant, avec Internet et les réseaux sociaux, l'information n'est plus le monopole en fait des professionnels, comment dirais-je, du journalisme. Comment t'imagines, par exemple, s'il n'y avait pas Internet et les réseaux sociaux, comment aurait été traitée, par exemple, l'affaire Quentin Desrands qui a un mois à Lyon? Est-ce que les filles auraient été au pilori ou pas? Moi, je préfère plusieurs questions, mais je vais peut-être répondre tout de suite, parce que je dirais presque, c'est le cas typique, ce que tu viens de dire, camarade, je te connais bien, au fond, d'une pollution médiatique. C'est-à-dire que tu me poses la question de savoir si les réseaux sociaux ou Internet produisent des fake news. Et moi, je t'ai dit depuis le début que le principal fabricant de ces fake news, c'est les médias. Et que, effectivement, la petite musique qui ronronne dans nos têtes, le piphase qu'on peut avoir, c'est les réseaux sociaux. Et Internet fabrique des fake news. C'est bien le propre de Vrai ou Faux de France Info ou de Check News de Libé. C'est pour contrer la bête immonde que sont les réseaux sociaux et Internet. Alors, 2 choses sur les réseaux sociaux et Internet. C'est que d'abord, je vous ai dit qu'il y a un tout info qui est arrivé, donc une production d'infos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et que ça, il n'y a pas eu plus de journalistes pour faire ça. Il y en a même moins. Donc, ça veut dire qu'il y a un rétrécissement de possibilités de faire un travail de qualité. Si on considère que une enquête journalistique, comme une enquête sociologique, comme une bonne enquête judiciaire, ça se fait avec du temps. Et donc, les journalistes, ils se retrouvent dans leur bureau, de plus en plus, à regarder Internet et les réseaux sociaux. La surimportance des réseaux sociaux, c'est aussi l'état du champ des médias qui le remet en avant et qui fait croire que c'est eux qui mènent là. Mais c'est les journalistes, c'est les médias qui mènent le là. Sur Quentin, mais ils ont tiré. Bien sûr que ça a tiré sur les réseaux sociaux. Il y a eu des réseaux sociaux d'extrême droite. Mais je me rappelle sur l'élection, quand Trump a perdu aux États-Unis la dernière fois, il y avait une émission
sur France Inter ou France Culture avec un sociologue américain qui n'était pas un foudre de guerre. Mais il a quand même dit quelque chose parce que était dit, mais tous ces réseaux sociaux, après l'invasion du Capitole, tous les réseaux sociaux sont d'extrême droite maintenant. Et il a dit, mais calmez-vous les journalistes. La plupart du temps, Internet sert pour les Américains à envoyer des photos, à regarder des pubs ou des produits pas chers, ou du porno. C'est la majorité de la consommation. Les réseaux sociaux d'extrême droite, c'est vous qui les consommez. Parce que ou fais-moi peur, ou c'est excitant, etc. Donc, je te dirais presque, camarade, ta question est la trace d'épiphase que tu peux avoir dans la tête. Et je te le dis gentiment, parce qu'on se connaît, et tu sais bien que je te le dis pas méchamment, parce que je suis capable de dire la même chose en partant d'un raisonnement, mais qui n'est pas le mien au fond, qu'à peu et peu est fait fabriqué par une toile de fond que j'entends. C'est très important ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, au même titre qu'en 1789, il fallait se sortir la religion de notre sang, de notre tête, il va falloir sortir la marchandisation, d'une part, ce qu'elle a fait en nous, et aussi le produit de l'information qui va de pair. Parce que juste comme info, la Troisième République bourgeoise, en 1870, c'est l'acte de création du champ des médias. Officiel, il y a eu des médias avant, mais c'est là où on peut parler de champ. Et en fait, il y a un travail de thèse, je ne sais pas s'il a été fait, qui aurait pu être fait, c'est l'accompagnement de la République bourgeoise, du capitalisme, par les médias. Ils le savent, les autres en face. Ils le savent. Quand tu regardes les journaux du monde entier, ils sont détenus par des milliardaires. Donc, effectivement, ils nous mettent la vision du monde, la pensée du moment, la pensée qui a l'air magique, mais du moment, elle rentre parce qu'on l'a plus ou prou entendu. On pourrait se débarrasser des réseaux sociaux et d'Internet, et c'est ce que j'ai fait au début, les fake news que je vous cite, énormes. Mais moi, j'ai un dossier que je montrais aux élèves, épais comme ça de fake news, tous les jours, fait par les médias, et France Inter, Europe 1, tous les jours, mais parce que ça va tellement vite. Moi, j'ai été auditionné sur la commission d'enquête d'Outreau, parce que j'ai écrit un article sur le monde diplomatique, à l'époque, montrant, si vous connaissez l'affaire Outreau, la responsabilité des médias. Comment les médias se sont engouffrés là-dedans et une responsabilité plus que la justice. J'ai été auditionné au même titre que d'autres journalistes qui étaient Le Point, Le Nouvel Obs et, comment ça s'appelle, et l'Express. Et il y avait un mec qui s'appelle 2QJ, qui est maintenant au Parisien, qui est un des faits diversiers les plus crapules de France. Il n'a fait que des fake news, je les ai toutes sur mon ordinateur, et y compris en vidéo, mais des plus crades. Quand il a été au Point, il y a un gars, il a fait une vidéo, un gars de Cité, il a pris la voix d'une mama africaine. Il se filme et lui dit, voilà, moi, j'ai 4 maris, et non, j'ai mon mari, il a 18 femmes, je suis une de ces femmes. C'est comme ça dans les cités, etc. Il voulait la rencontrer, et le mec est filmé, et il prend des QGIS. Là, un menteur, ils ont fait 6 pages dans Le Point. Le témoignage d'une femme mariée, polygamie. Eh ben, sur Outreau, moi j'ai démontré, il a fait 2 articles dans Le Point, Le quartier de l'horreur, etc. Il a jamais levé son gros cul une seule fois de son bureau parisien. Et il raconte tout trop. Et je le raconte devant les députés, et 2QGIS, les députés lui disent, alors monsieur 2QGIS, et regarde ses chaussures, et il est obligé de dire, ben oui. Donc, je vous raconte pas que des fadaises. Moi, ça fait 30 ans que j'ai un disque dur hyper saturé de toutes leurs conneries. Donc, quand on me dit les réseaux sociaux et Internet, si vous voulez, je freine, et je dis, regardons un peu, hein, voilà, c'est ma réponse un peu. Après qu'ils aient un poids qui rentre, etc., bien sûr. Mais c'est pas là où je vais en parler, alors qu'il y a suffisamment de débats à la mort-moi-le-nœud, au téléphone sonne avec Fabienne Synthèse et avec à France Culture pour parler de la responsabilité des réseaux sociaux et d'Internet. Et on va pas bêler comme eux quand même. Question. Il y avait Saïd qui avait une question. Ouais, il y avait Saïd aussi. Oui, Saïd et après toi, Saïd était.
Oui, je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais à la manifestation des sans-papiers. Donc si ma question est déplacée, bah, tu ne réponds pas tout simplement. D'abord une petite boutade, Gilles, parce que j'entends souvent cette distinction entre journalistes et militants, sociologues et militants, chercheurs, j'entends beaucoup ça. Il faut savoir que dans des périodes historiques précises, dire la vérité, c'est être militant. Dire simplement la vérité, c'est être militant. Un sociologue qui fait bien son travail aujourd'hui, de manière scientifique, est de fait militant. Qu'il soit engagé dans rien du tout en termes de lutte, il est de fait militant. Un journaliste qui fait son travail aujourd'hui, simplement dans l'éthique du journalisme dit objectif, il fait un travail militant. Ma question, elle n'est pas là. J'ai beaucoup apprécié, j'étais pas là au début, j'ai beaucoup apprécié ton intervention, mais il y a quelque chose qui m'embête, qui est le mélange dans tout ce que tu dis, et c'est très bien qu'il y ait les deux, mais du coup, il faut trier entre des dimensions de description et des dimensions d'analyse. C'est la sociologie participative. C'est-à-dire on montre des exemples et après on analyse. Mon camarade, il y a eu les deux chez les sociologues. Hein, parce que ceux d'analyse, ils étaient un peu homo academicus et un peu éloignés du terrain. Moi, c'est juste... j'ai un petit côté Chicago, si tu veux. Je pense que la description est absolument nécessaire, donc bravo. Mais que si on se limite à elle, on ne comprend pas les causalités. Et donc il faut remonter aux causalités. Que tu as abordé dans plein de morceaux. Donc ma question elle est toute simple. Dans tout ce que tu as dit, c'est quoi les causes? Quelles sont les causes de cette situation que tu décris? Alors, est-ce lié à la propriété des médias? Est-ce lié à la division du travail au sein du système journalistique et à la précarisation des journalistes? Est-ce lié à l'entre-soi d'un certain nombre de journalistes et de directeurs de la ligne éditoriale avec la classe dominante? Est-ce lié à tout ça? C'est quoi les causalités, au-delà de la description, ta description est convaincante? Est-ce que tu peux nous résumer, nous redire ce que tu as dit, enlever de ce que tu as dit les 3-4 causes qui expliquent le système médiatique aujourd'hui? Si tu veux, ouais. Peut-être c'est les ingérences. Non, mais oui, voilà, les chinoises. Si tu veux, c'est que aborder le champ des médias en 1 heure me paraissait très difficile. C'est pour ça que j'ai coupé, parce qu'il y avait quasiment une 2e heure où j'explique d'autres raisons. Je voulais faire un cours, un peu, tu vois, une conférence qui s'est pas réduite à une émission de C'est dans l'air. Tu vois, donc j'y arrivais, bien entendu. J'allais parler des causes structuralistes. J'en ai commencé un peu à en parler en parlant de la mise en place du champ des médias dans la République bourgeoise de la Troisième République. Là, j'ai posé je comptais le faire, mais c'est vrai que je l'ai fait plus rapidement. C'est que le champ des médias, ce qu'on appelle le champ des médias, en sociologie, un champ, ça veut dire la constitution d'institutions, de syndicats, d'écoles, de tout un cadre. C'est grosso modo les années 1870, parce que c'est l'explosion des médias. Pourquoi? Parce qu'il y a des transformations technologiques et sociales qui permettent l'arrivée des médias. Le téléphone, la SNCF, transporter les journaux, l'école gratuite, plus de lecteurs possibles. Et là, on sort d'une presse qui était grosso modo la politique dans la chambre, mais mondaine, et la critique un peu littéraire et théâtrale. Là, il commence à avoir autre chose. Mais l'autre chose n'est pas forcément formidable. L'autre chose est le reportage de faits divers des États-Unis. C'est-à-dire que on va s'adresser à ceux qui apprennent à lire, au peuple, et on leur fourre du people, du fait divers, du ouf, fais-moi peur. J'allais parler effectivement de la fascisation des médias, mais d'un angle bien précis. Au fond, ce que je disais, cette uniformisation du champ des médias avec ce journalisme 24 heures sur 24, cette accélération de la fabrication de l'information qui dégrade bien... moi, je connais pas un journaliste qui se plaigne des mecs de base en disant « mais on peut pas travailler ». Samedi, il y avait une conférence de presse de LFI, du comité soutien GT. Le gars de la Voix du Nord que je connais, qui est un ancien, il disait « mais on n'est que 2 aujourd'hui. Ils nous ont tous sabrés ». Et le gars, il était dans une critique radicale des médias. Il était journaliste, il bouffait, si tu veux. Donc là, il y a aussi cette réalité-là. Eh ben, cette rapidité, cet accélérateur des médias a accentué un produit médiatique, le fait divers.
Pourquoi le fait divers? Parce que le fait divers, il est facile à faire. Beaucoup plus qu'une enquête. Vous arrivez, il y a un incendie, tu fais 4 images du feu, tu vas voir les gens. Je le faisais, moi, quand j'étais à France 2. On arrivait aux inondations, à Maubeuge, et hop, la question. Parfois, avant qu'on a posé la question, les mecs nous répondaient parce qu'ils avaient France 2. Et ils répondaient direct. Je me rappelle, j'ai écrit dans mon bouquin, c'est l'horreur. Je leur disais presque, mais non, c'est pas, parfois par provoque, je disais, mais c'est pas là-dessus, monsieur, quand vous voulez. C'est l'horreur des inondations. Et les gars, on avait par exemple un chef d'entreprise qui avait eu sa boutique inondée, et il nous dit, arrêtez de me faire chier, moi je suis habitué, on monte nos affaires, etc. Poubelle. Par contre, le chef d'entreprise dépressif, j'ai tout perdu. Alors là, je veux dire, celui-là, les vieux antiganes ont rajouté la musique derrière, si tu veux. Donc, le fait divers a accentué, l'accélération de fabrication de l'information a accentué la fait diversification. C'est facile à faire. Je vais vous le montrer avec un sujet maintenant, qui est au fond un sujet de fait divers au départ, qui commence à être complètement global dans tous les médias, c'est le narcotrafic. Et là, on rejoint l'insécurité et la fascisation. Non pas pour une volonté fascisation au départ, mais parce que c'est le produit même développé à l'excès, avec son cœur à l'intérieur, c'est-à-dire l'insécurité et la peur, qui fabrique de plus en plus, effectivement, un état de peur, de sidération favorable au fascisme. Parce que, je vais vous dire, la majorité des journalistes, moi je les connais, France Inter, etc., c'est pas forcément des fascistes. Les journalistes, dans l'ensemble, ce sont des sociolibéraux. Ce sont des sociolibéraux. Ils sont pour les droits de l'homme, ils sont pour les carottes râpées bio, pour le vélo en ville, pour du wokisme, enfin un peu, pas leur fille ou pas leur fils, mais quand même, ils sont pour ça. Ils sont pour parler à l'antenne de leur bipolarité. Vous voyez de qui je parle? D'en faire un livre avec succès. Dieu et son âme. Il est en arrêt maladie depuis, mais c'est un peu indécent quand même de s'étaler. Oh, je suis bipolaire. Ben oui, ben, j'en connais d'autres, hein. Et ils s'étalent pas tous les jours. Il y en a qui sont à HP, mon gars. Ils sont pas à la tête du 7-9 comme toi, avec 15 000 € par mois. Donc, je veux dire, ça, c'est encore une cause, tu vois, la cause de cette uniformisation, de cette rapidité qui fabrique des produits favorables au fond. Pas directement fascistes, mais favorables à l'insécurité et la peur. Le narcotrafique, j'ai les unes de quotidien, est au cœur de la campagne municipale. Et les mecs qui font ça à la Voix du Nord, la Dépêche du Midi ou Sud-Ouest, ne sont pas des médias fascistes. Ouest France, ils sont socio-chrétiens, ces gros cons. Mais, sans le savoir, deuxième point que je peux te dire, c'est mon prof à Cardo qui disait ça. Mais comment ça se fait qu'ils disent tous peu ou prou la même chose? Ils disent peu ou prou la même chose. Je pourrais passer encore une heure à vous prouver que Thomas Cluzel, le présentateur du 12-30 de France Culture, il n'est pas si loin que ça que Pascal Praud. Il est loin de Pascal Praud et au fond, il n'est pas si loin. Il a intégré ce qu'il faut faire en tant que journaliste. Alain Accardo nous disait, est-ce qu'on se pose une seule fois la question de savoir pourquoi et comment les horloges donnent toujours la même heure, au même moment? Parce qu'elles ont été réglées. Eh ben, les journalistes, ils ont été réglés et ils répondent présent à un champ. Parce que, effectivement, tu as raison de poser les flics, les journalistes et les professeurs, mais il y a un contexte structural parfois qui est en train de broyer malgré eux des tas de milliers de salariés qui s'adaptent, qui obéissent et qui, pour pouvoir obéir et de continuer à avoir la tête haute d'un occidental civilisé, au fond, cautionnent ce système. Le nombre de profs qui cautionnent et qui basculent peu à peu au RN, mais qui sont pas forcément des mauvais bougres au départ, mais qui par un jeu de manque de résistance, de manque de combat, d'éducation des profs. Les profs, et je dis à ma femme, ils apprennent la civilisation occidentale blanche, dominante, l'histoire officielle. Bourdieu disait qu'un bon élève, c'est un élève poli, docile. Il rend au bon moment le bon produit. Les journalistes sont tous des bons élèves. Ils ont tous fait des universités, des Sciences Po, etc. Ils rendent le bon produit à leurs profs quand ils sont au lycée, à leurs chefs de rédaction quand ils sont dans des rédactions. Voilà. Tu vois, je peux être plus structurel, mais ça peut continuer encore. Peut-être d'autres questions, quand même. Il y avait là.
Et là-bas, voilà. Maël, Voilà. Clément, et après, il y aura... Il y en a d'autres, ça lève la main. Vas-y, Maël. Ça lève. Ouais, stop. Excusez un peu. Ouais, j'ai une question par rapport à tout ce que tu dis. J'ai l'impression que tout est fermé et qu'il n'y a aucun moyen de renverser la table. Alors, du coup, est-ce que. Je me doute qu'il y a des pistes. Mais toi, est-ce que tu sais s'il y a des pistes pour pouvoir que le journaliste revienne au peuple, quoi, avant même que Mélenchon vente à la découpe ses goûts, parce qu'il reste un peu plus d'un an avant les élections présidentielles. Qu'est-ce que toi tu proposes? Alors moi je propose, bien sûr qu'on a des propositions. Ce que je voulais dire, c'est que cet état du champ des médias ressemble à un état des champs des médias dans les années 30 ou 40. Il était tenu par les 100 familles, il privilégiait la presse people, le petit Parisien qui était à 3 millions, le petit journal, etc., et qui faisait des unes sanglantes. Des unes sanglantes. Il y avait les mêmes unes d'illustrations sanglantes où tu avais un meurtre, qu'aujourd'hui, tu as des photomontages, augmentation des cambriolages, et ils ont fait une photo, les journalistes qui ont fait ça, avec un jeune cagoulé et un pied de biche qui couvre une fenêtre. C'est exactement le même processus. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là quand le jeune il a cambriolé. Ils ont fabriqué cette information, comme ils faisaient dans les années 20, 30 ou 40. En 44, en 43, j'ai fait l'interview du premier secrétaire du SICGT après-guerre pour les nouveaux chiens de garde. Comme le pauvre, il était vieux et blablaté, c'était impassable, il aurait fallu sous-titrer, c'était quand même un peu gênant. Il blablatait, tu sais, il avait les lèvres, etc. Et il m'a raconté comment s'est passé les ordonnances de 44, j'en dirais un mot. Les ordonnances de 44. En 43, 3 résistants se regroupent à Paris pour écrire les ordonnances de 44, qui vont être hyper importantes quand même par rapport à la presse. Vous dites, attends, à Paris, en 43, les nazis sont partout, il y a 3 mecs qui pensent qu'il faut écrire des trucs sur les médias. Parce qu'au regard de la résistance, ce qui s'est passé avant-guerre, le rôle et la responsabilité des médias dans la montée du fascisme, c'est l'organisation de la presse. C'est comment elle est contrôlée. Non pas c'est l'information. La question n'était pas bonne. L'information est un danger pour la démocratie. C'est la presse qui est un danger pour la démocratie. Et on peut... Voilà. Et après, non, mais c'est moi qui l'ai revisité après. Et après, on peut parler de ce que c'est la démocratie. Mais en tout cas, ils ont écrit ces ordonnances. Le gars un des 3 a été gaulé. Il partait à Buchenwald. Il s'est évadé. Il est revenu. Ils ont réécrit. À l'époque, ils voulaient poser les ordonnances. Il y avait les gaullistes, les communistes, les socialistes. Les socialistes étaient un peu comme les socialistes entre le 10 mai 1981 et le 12 mai 1981, à gauche. Ça a duré que 2 jours en 81. Là, ils ont été un peu plus longtemps. Ils avaient posé le fait que l'information est un bien public. Au même titre que la santé, que l'éducation, l'énergie, les transports, est un bien public. Et pour ça, il faut le gérer comme un bien public. Ce n'est pas une marchandise. Vous voyez, c'est fondamental. Et pour ça, ils pensent inventer, mais ils s'en compte, un cadre qui est totalement, alors, pas de service public, parce que il y a des communistes, pour ça, mais les mecs, ils se disent, l'éducation à la santé contrôlée par l'État, je veux bien. Mais, l'information par l'État, on sait jamais. Là, les mecs, quand même. Donc, on va faire une toile de fond coopérative, association, entreprise à but non lucratif, avec la fabrication des imprimeries en service public. Ce qui coûte cher, on le fait faire par un service public, et le reste, ce sont des groupes qui font de l'information, mais de toutes sortes, hein, bien entendu. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait CNews. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a que CNews. Parce que si c'est CNews de Renaud Dely ou Nicolas Demorand, c'est pareil. Donc, c'était aussi de créer ce cadre-là. Ils n'ont pas réussi. Mais ils ont réussi quand même, à imposer les ordonnances, c'est non-consentation d'un titre. Non-consentation d'un titre. C'est les réformes libérales et dérégulatrices de Mitterrand 81 qu'on fait sauter ce truc-là. Non-concentration de titre. Un propriétaire, un titre, maximum. C'est pas la révolution, hein, pourtant. Mais, quand même. Le deuxième, c'était, la clause de conscience. Alors ça, par rapport au salariat, c'est que, en tant que salarié, t'as un con qui t'achète, clause de conscience. Je veux dire, ça existe, ça, dans le salariat, et les journalistes. Alors, on peut se demander si les capitalistes se sont dit,
On va peut-être un peu les acheter plutôt qu'une réforme très révolutionnaire. Ça veut dire que la Voix du Nord est rachetée encore une fois par un mec. Le mec, il se barre avec 20 ans d'ancienneté et il touche tant par année. Vous voyez, il y avait après une pluralité dans la rédaction. Voilà. Il y avait quand même quelques tendances. Donc, ce qui s'est passé, c'est une réponse à toi, camarade, c'est que effectivement, il y a une volonté politique. C'est que, bien sûr, la volonté citoyenne, elle est importante. Et nouveau Schengen, les gens me disaient, moi, je regarde plus la télé, je la balance par la fenêtre. Je disais, mollo, fais gaffe, s'il y a quelqu'un qui passe derrière dessous, s'il y a un clodo, tu vas le tuer. Et en plus, moi, je regarde quand même le 20h, parce qu'il y a 13 millions de gens qui le regardent. Donc, de faire ceux qui le regardent pas comme manger des carottes bio, j'en mange. Il faut savoir qu'il y a des tas de gens qui en mangent pas et qui se foutent la santé en l'air. Tu peux peut-être le savoir aussi, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est reprendre les choses en main. C'est évident que c'est par des lois, par une prise de pouvoir global. C'est comme tu disais, mais comment on va faire contre les milliardaires? Ben, je te répondrais, ben, il faut prendre le pouvoir. Voilà. Bon, le camarade l'a dit à sa façon. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, il y a bien quelque chose où on est au bout d'un système économique, un système capitaliste. Le système capitaliste n'a jamais été violent, de nouveau. Il est vraiment dans une dérive très grande. Dans Ceux qui tiennent à l'Est, mon prochain film, on en parle. Mais c'est quelque chose de reprendre main politiquement. C'est qu'il y a que ça. Parce que, les journalistes là, alors, entre parenthèses, alors je dis pas qu'il va falloir faire ça, après-guerre, 3/4 des cartes de journalistes déchirées, un grand nombre embastillés, voire fusillés. Je n'irai pas jusque-là parce que j'ai pas encore fait la liste des journalistes qu'on aimerait bien voir fusillés. Je pense que ça ferait désordre. Je pense que s'il la prenait en face, vous voyez que quand le syndicat magistrature a fait le mur des cons, et ben vous avez des fléchettes sur des têtes de cons, vous avez vu le pataquès que ça fait. Si on osait faire, on a la liste et on la publiera comme Mélenchon pendant le pouvoir, vous imaginez. J'espère qu'il y a un ou deux journalistes à la con ou un mec qui pourra le dire sur les réseaux sociaux, Balbastre est un fou furieux. Pas de question. Oui. Ouais, je vais être un peu iconoclaste, je vais dire du bien de nos chers médias. Alors, je vous rassure tout de suite, bon, ils ont au moins une vertu, c'est l'honnêteté. Alors qu'on nous a vendu la fausse alternance entre vraie droite et fausse gauche, la couverture des questions européennes par les médias, elle, au moins, elle est assez honnête dans son unanimité européiste. Et d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup de relever cet élément parce que est-ce que tu ne penses pas que finalement l'oligarchie, la caste médiatique est entre guillemets plus facile à combattre parce qu'elle est tellement libérée de ces chaînes, d'un pseudo-théâtre d'apparence de neutralité, notamment sur les questions internationales et européennes, que quelque part, il est assez facile de dénoncer l'hypocrisie et la dimension propagandiste. Puisque sur les questions européennes, par exemple, on avait eu une flopée de Libé au Figaro, en passant par les Échos, etc. Vis repetita sur la crise grecque, sur la crise irlandaise, chypriote, etc. Et finalement, là, il n'y avait plus de droite ou de gauche, il y avait le grand parti euro-atlantiste néolibéral versus quelques titres. L'UMA, qui a fait, je vous le soulignais, un travail remarquable, ne serait-ce qu'en publiant le traité constitutionnel qui était soumis au vote, et puis deux, trois autres. Et finalement, quelque part, ils ont un peu anticipé les recompositions politiques qui étaient un petit peu du théâtre fausse gauche, vraie droite. Et quelque part, peut-être que comme première approche critique du système capitaliste actuel, est-ce que peut-être que passer par la critique des médias, c'est peut-être plus pertinent comme approche, puisque finalement, ils sont somme toute assez explicites, assez transparents, quelque part. Nombre de jeunes, en 2012, qui ont découvert nos chaînes gardes, nous ont dit, notamment à Crimet, qu'ils sont politisés à partir du film. Moi, c'est quand même assez extraordinaire le nombre de choses. Là, j'ai encore fait quelques conférences de gens qui ont 35 ans qui sont venus me voir en disant merci, je dis merci. Mais ça nous a politisés. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison, c'est une porte d'entrée, je dirais facile et un peu médiatique, un peu putassière pour engranger. Alors, ça choque un tout petit peu mon goût pour l'investigation et pour mon côté sérieux d'enquête, hein, mais j'avoue que c'est pas inintéressant. Ce qu'il faut éviter, alors je vais faire du média. Faut éviter quand même le populisme. Non, vous voyez, faut éviter quand même. Il y a un mot que j'aime pas du tout, c'est la complexité.
montrer que c'est complexe. Vous savez, quand on avait le plan B, vous avez eu les unes, on disait il y a 3 choses. Rien n'est complexe. Les patrons plastronnent, les médias mentent et la gauche capitule. J'aime bien parfois des slogans comme ça. Et je pense que vous aimez les jeunes, je vous vois dans les manifs, aimez des slogans qui posent l'ennemi, où il est, comment il faut faire. Et il faut osciller entre l'analyse, la connaissance et le slogan et le coup de poing. Je pense que les deux sont aussi importants. Parce que les homo academicus qui dodoinent du cul en haut de leur chair et qui t'expliquent que le monde va mal, mais surtout ne prennent aucun risque, ça peut être très pernicieux. Aller avec les journalistes tous pourris, les nouveaux chiens de garde, a été apprécié et cité par Marine Le Pen. Eh ben oui. Donc faut faire attention. Pourtant, on avait tenté de mettre des pare-feux. Je peux vous dire, celui-là, il y a des pare-feux. Ceux qui étaient à l'aise, j'ai compris. Mais c'est là où il faut faire attention actuellement, c'est que les mecs, ils peuvent y aller. Vous voyez? Donc, la critique des médias, c'est intéressant, mais il faut la poser comme une critique de classe et très vite aller vers une critique d'un système. Tu as tout à fait raison, Saïd, de dire l'exemple peut être pernicieux parce que c'est le propre des journalistes, c'est de faire des exemples, que des exemples. Par exemple, ce qu'on appelle l'actualité, c'est le découpage de l'exemple d'un monde. Et c'est le pire des choses. Je suis contre l'actualité. J'ai mis des années en tant que journaliste. Dire, moi, un journaliste, je suis contre l'actu, c'est une aberration. Eh ben, c'est pas une aberration. L'actu, c'est l'antithèse de la sociologie. L'actu, c'est découper un petit angle. Ah bon? Ah bon? Je vous donnais la marchandisation. Regardez, je vous le montre parce que ça vaut le coup. Le narcotrafic. Alors, le Figaro, oui, ils sont à droite, voire à l'extrême droite. Ça, on le sait. D'accord? Mais Le Monde, 15 de une en 2025 sur les narcotrafics. On sait qui c'est Le Monde. Mais ils sont pas aussi brutaux à l'extrême droite que le Figaro. Et pourtant, ils y vont, Libé, Coquin. Ah oui, ça, ils adorent faire des jeux de mots de pub, et bien entendu, les nouveaux guerriers de la drogue, vous avez vu, j'ai fait le panel, là. Le Figaro, valeur actuelle, Le Monde et Libé. Ils en parlent tous. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est le journal People. C'est le Parisien, hein. Quand j'étais jeune, Charlie Hebdo, qui était un vrai journal à l'époque, citait, jamais disait le Parisien. Disait le Parisien des Gorées, le Parisien des Bourrés, etc. Je veux dire, le Parisien, c'était le journal des bofs. Ça les gardait, c'est Bernard Arnault qui est le patron. La deuxième fortune française. C'est un journal, mais de merde. Comme c'est pas permis. Mais ils ont repris des valeurs. Avant, on savait que le Parisien, c'était quand même, Arad des Pâquerettes. Dans la cité gangrénée par la peur. Et je continue. Drogue. La ville moyenne, les villes moyennes, les campagnes. Vous avez entendu cette musique? Qui n'a pas entendu que le narcotrafic se répand partout? Qui n'a pas entendu? Personne. Vous voyez? Et pourtant, vous n'êtes pas branché sur France Info, vous lisez pas Le Figaro, etc. Mais on finit par l'entendre tout le temps. Le 7h30 de France Intérieure a ouvert là-dessus. Je vous dis qu'on a des pifas dans la tête. Regardez la croix, les cathos. Hein? Aujourd'hui, allez, la guerre perdue contre les dealers, Le Point, la loi des dealers. Bon, tout ça, c'est des journaux de droite, voire des extrêmes droite, je te l'accorde. Abobini, l'incessant combat de la justice face aux dealers. Les cités de la peur, les quartiers gouvernés par les dealers, la France face à l'hydre du narcotrafic, l'alerte blanche, le DNA, dernière nouvelle d'Alsace, l'onde du narcotrafic sur les élections municipales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas peut-être un problème ou une réalité. Vu l'état de violence du capitalisme, c'est pas étonnant. Peut-être que dans des quartiers de plus en plus explosés par la précarité, la misère sociale, etc., il y ait de la violence. C'est peut-être pas impossible. Regardez ce que dit Laurent Bonelli, sociologue que vous connaissez peut-être, dans Le Monde diplomatique. Il a écrit un article. Son article commence comme ça sur le narcotrafic. Narcotrafic, un ennemi commode. Non seulement le crime est normal, mais il est facile de prouver qu'il a bien des utilités. Eh ben, t'as pas réagi. À l'heure où le narcotrafic semble être devenu l'un des principaux fléaux de la société française, cette formule de Karl Marx, tirée d'un texte rédigé au début des années 1860, mérite qu'on s'y attarde. Prenant le contre-pied de la criminologie de l'époque, portée à percevoir la délinquance comme une pathologie sociale ou mentale, l'auteur suggère en effet qu'elle serait consubstantielle à la vie collective. Une piste explorée plus systématiquement par Émile Durkheim, le sociologue montrera quelques années plus tard que le regroupement de certains actes
ou comportement sous la catégorie du crime sert à fixer les frontières morales d'une société en séparant une majorité d'honnêtes hommes d'une minorité de criminels. Mais Marx a une intuition supplémentaire lorsqu'il s'interroge sur les bénéfices secondaires de cette criminalité, c'est-à-dire sur l'ensemble des activités, le droit, la littérature, la presse, la science, la technique, et des professions policiers, avocats, assureurs, serruriers, etc., qui prospèrent grâce à son existence. La liste qui dresse n'est pas exhaustive, et on pourrait y inclure aujourd'hui la plupart des élites politiques et médiatiques, ça c'est Bonelli, depuis qu'elles ont fait de la sécurité l'un de leurs thèmes de prédiction. Donc vous voyez comment une transformation structurelle du champ, l'accélération de la fabrication de l'information, la dégradation que ça fait, avec des tas de journalistes qui s'en plaignent, mais qui ramènent. Quand j'étais au bureau de France 2, je ramenais comme un chien de garde. Vous savez, maintenant, j'ai plein d'images. À Dehaene, c'est une plage. Le dernier week-end de cet an, je vous le dis, il y a des centaines de chiens sur la plage. De chiens. Alors, quand vous avez fait de vos chiens de garde, tiens, avec leur maître, et alors en Belgique, ils ont tous des louches en plastique, et ils ramassent la baballe dans le sable, ils la lancent, le chien part le chercher et revient. Il y a 500 chiens qui partent. Je vais prendre une caméra en septembre prochain pour faire une métaphore du journalisme. Mais c'est une caricature, c'est grossier, mais c'est c'est le système qui est grossier. C'est pas moi qui vais être grossier en racontant ça. Vous voyez, c'est pour être un bon journaliste. Moi, j'étais un bon JRI, j'étais un journaliste porteur d'image. À France 2, au bureau, les chefs disaient que j'étais un bon. Je ramenais le bon produit au bon moment. J'étais formaté. On arrivait sur le terrain, la première chose qu'on se disait, c'est putain, est-ce qu'il y a TF1 ? Est-ce qu'ils nous ont baisé la gueule ? Parce que c'était la concurrence exacerbée sur le produit. S'ils étaient là, on se disait putain, ils nous ont baisé la gueule. S'ils n'étaient pas là, on disait chouette, on leur a baisé la gueule. Et Paris nous téléphonait en disant vous avez baisé la gueule à TF1. Alors je vous rassure, on n'a pas fait un bac plus 5 que dire que ça. Mais on le disait, ça. Tous les jours. Donc quand je vous parle de cette dégradation, je l'ai vécu de l'intérieur. Hein. C'est pas uniquement que des racontards. Je l'ai vécu, Naïm, excuse-moi, sur le terrain. Question. Juste avant de donner la parole, parce que Gilles a bien dit qu'il y a des jeunes qui se sont politisés grâce au nouveau chien de garde. N'hésitez pas à être l'exemple vivant d'une politisation par cette conférence. Donc, emmagasinez bien des informations, faites-en quelque chose. Ce que vous pouvez en faire, si ça vous intéresse, c'est adhérer à l'Union pour la reconstruction communiste. Et c'est un appel qui s'étend jusqu'à Gilles. Juste pour dire, parce que le camarade qui va parler, c'est qu'il existe une presse alternative, il existe des journalistes qui peu à peu, effectivement, produisent autrement, qu'on a ras-le-bol. Nombre de journalistes de l'ESJ ou du CFJ, pas nombre, quelques-uns, nous téléphonent. On n'a pas pu être, comme elle a fait Bolloré, un bon phare pour les amener. On n'a pas de pognon. Ça coûte cher de faire des médias. Et y compris les médias de notre camp, c'est pas à toi que je vais dire la brique, mais les camarades même du média, de Blas, etc., c'est très cher de faire de la bonne info. Hein, parce qu'il faut du temps, payer un gars honnêtement pour qu'il travaille. Camarade de la brique. Il y avait Coco qui voulait peut-être poser une question. Je suis très naïf. La liste exhaustive de milliardaires qui possèdent des médias tout à l'heure que tu as montré, ouais. Il me semble qu'il y a un grand absent. Ouais. Mathieu Pigas. Oui, mais je l'ai mis. Il est. Deuxième remarque. Quand je parlais de plan B, moi j'ai pensé tout de suite au canard enchaîné par rapport à la satire et à la critique qui existe encore au canard enchaîné. Oui, qui existe encore, mais ça s'est nettement droitisé. Hein. Hop, hop, hop. Et j'ai des preuves. Hein. T'as des mecs qui sont rentrés, un mec qui s'appelle Bruno Dive, qui était éditorialiste du Sud-Ouest à Paris, qui était un ultra-libéral, qui faisait que des éditos, il est rentré comme critique politique au Canard. Ça ne serait pas passé il y a 40 ans. Ils étaient libertaires il y a 40 ans. Les trucs qu'ils ont fait par rapport à harcèlement de salariés, etc., ça bouge. Ils sont encore pas trop mal. Fakir est beaucoup mieux. Fakir. Non, pas Fakir, excusez-moi. Oh excuse-moi de la brique, c'est toujours 2 € et que le canard il est passé au-dessus en termes de 2,20 €. Et j'aimerais bien compléter un peu ce que disait Saïd Bouamama sur les causalités aussi, c'est-à-dire que bon, il y a des millionnaires, des milliardaires qui possèdent des médias aussi, mais il faudrait peut-être aussi se regarder nous-mêmes aussi et de s'investir justement dans les médias. Bon, en me voyant, tu as tout de suite tilté de où j'étais et tout, et donc tu as fait l'article pour moi, on va dire, et donc ce qui fait que je peux plus vraiment poser mon journal notre journal
en opposition et tout, enfin, c'est la réponse. Mais il y a un truc aussi sur. Tu as fait une présentation, tu as parlé de sociologie participative. Moi, à un moment, en fait, tu as pris la parole, on va dire à la mi-temps, et dès que tu as parlé t'as parlé de quoi de Lénine, tu as parlé d'Engels et tout, et tu es parti dans des trucs, enfin, je sais plus suivi en fait. Et il y a aussi une façon, aussi nous, on doit se poser la question de comment est-ce qu'on est accessible, comment on sort aussi de l'entre-soi militant, et comment on sort pour aussi, enfin je vais sortir un gros mot, c'est la bataille culturelle, et comment est-ce qu'on est sexy aussi. Et en fait, toi, tu parles des bandeaux, c'est-à-dire en direct, édition spéciale et tout. La bourgeoisie se plaint pas, se gêne pas à se rendre spectaculaire et tout. Et en fait, nous aussi, on peut faire des faits divers de gauche, nous aussi, on peut faire aussi des... Enfin, là, on est en direct. Le réel, c'est direct aussi. Et on peut aussi parler d'insécurité. Et d'insécurité sociale aussi. Enfin, là, je trouve qu'on est un peu faiblard sur cette question-là. Juste le bémol, il y a des phrases, des façons de parler et des rhétoriques qui nous effraient parce qu'on a appris à être effrayé. Parce qu'à force d'être séduit par du rock'n'roll et du facile, enfin j'adorais le rock'n'roll, plus maintenant, mais je veux dire qu'on peut aussi perdre un peu l'attention sur des choses plus structuralistes et plus posées. C'est un peu la réponse que je te ferai. Oui, effectivement, on peut se détacher parce qu'on nous a appris à aimer des choses courtes, rapides et séductrices. Le pifas qu'on a dans la tête. C'est bon t'es d'embêter quand même. Enfin, tu vois, quand je vois le journal de Lutte ouvrière, j'ai pas envie de l'acheter, je suis désolé. Enfin, il y a aussi un effort à faire de notre côté aussi. Ah, moi j'adore. Hein. Parce que tu as des infos sur les luttes ouvrières ou sur ce qui se passe. Les petites infos, tu sais par exemple qu'en usine, les mecs se arrachent parce que tu as des petites infos sur les petits bruits dans les usines, des cadres, etc., qui est très lu dans les usines. Les journaux de lutte ouvrière, notamment à Peugeot, est très lu. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon d'aborder un angle. Non, il n'y a pas. Chronique dans CQFD qui s'appelait Je vous écris de l'usine, qui était vraiment bien. Oui. Après, c'est une façon aussi d'arriver, enfin, il y a un truc mystère quand même. Là, tu parlais du média, enfin, nous, on met un point d'honneur à mettre en avant les dessins, à mettre en avant quelque chose d'artisanal aussi et de local. Enfin, il y a un truc aussi à faire. Après, on peut être effrayé par un produit, ça dépend sa base, sa lecture, ses connaissances, sa culture. Moi, par exemple, je lis La Brique et je le lis, j'ai du mal encore à lire à mon âge, ma génération, l'écriture inclusive. Donc je vais te dire, ah ben oui, mais quand Balbas il fait des trucs, ça passe. Mais quand c'est l'écriture inclusive, j'arrive plus à suivre. Et j'ai tort peut-être aussi, hein, et certainement. Tu vois ce que je veux dire? Je rassure ceux qui pratiquent l'écriture inclusive, c'est pas parce que ça m'effraie que j'ai raison. Ça c'est aussi important. Hein, c'est ce qu'on appelle l'autocritique. Les procès staliniens, ça fait du bien de s'en faire de temps en temps. Comment s'est arrêté le plan B alors parce que ça casse les briques pour le coup. Ben, le plan B, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que, en fait, on est parti dans la base. Enfin, la base. D'abord, c'était un journal que militant, pas payé, et une partie de la direction est partie à la tête du monde diplomatique, Serge Janini, Pierre Imbert, et Renaud Lambert aussi, qui sont des auteurs des nouveaux chiens de garde. Et moi, je suis parti à faire les nouveaux chiens de garde. Donc, à un moment donné, si tu veux, on pouvait pas être. Je pense que c'est une erreur stratégique. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un plan B encore. Il tirait à 20-25 000 quand même. Hein. On vidait à plus de 20-25 000. Et le journal, c'était une bombe. C'était un scud. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut des scuds aujourd'hui. On a des missiles. Voilà. Des Tomahawk. Voilà. Certifiés Tomahawk. Et ceux qui tiennent la laisse, on l'a fabriqué, vous verrez, avec des concepts de Tomahawk dedans. Parce que je pense que d'abord culturellement, comme le faisait Charlie Hebdo à mon époque, il tirait dedans. Juste, je vais vous dire, vous avez tous entendu parler de l'incendie de Crans-Montana. Bien entendu, ça aussi, hein. Et vous écoutez pas les radios, les médias. À mon époque, il y a eu une boîte de nuit qui s'appelle le 5-7 qui a brûlé en Isère. Il y a eu 130 morts. C'était bourré de plastique qui a brûlé et tué tous les gens. Charlie Hebdo a titré, c'était un journal sarcastique, 5 et 7 fondus. Eh ben oui, on est d'accord ou pas, mais ils ont osé. Et effectivement, c'était quoi la démocratie? C'était quoi oser? Ils l'ont fait. Et je peux vous dire qu'on était des tas à l'époque à apprécier cet humour, même si on était bien sûr attristés
Parce qu'après, les fausses pleureuses qui sont toujours en train de pleurer sur les gamins de Crans-Montana, et mollo. Les gamins de Crans-Montana, ils avaient 14, 15 ans, 16 ans. En partie. Ils venaient tous de Versailles, etc. Donc ils étaient à 1h du matin dans une boîte de nuit. Un jeune de banlieue, à 14 ans, qui est dehors, comment on aurait parlé la presse? Juste. Et je salis pas les morts. Je dis simplement, quand c'est un jeune de banlieue, ils auraient retiré les allocs aux parents. On a retiré les allocs aux parents de Crans-Montana. Oh ben si, maintenant ils ont des allocs tout comme tout le monde. Ils ont tous des allocs. Donc, quand je dis ça, vous vous rendez compte, c'est terrible ce que j'ose dire. C'est terrible. Sauf que si on gratte, on se dit, ah bon? Petite bourgeoisie qui s'éclatait, etc. Ils ont le droit. Je m'en branle. Mais pourquoi les médias, quand c'est un rebeu qui a 14 ans et qui est dehors, alloc fini, il va en tôle, couvre-feu, etc., et qu'à Crans-Montana, on n'a pas proposé de faire un couvre-feu à 22h. Ils ont eu de la gueule, hein, quand même. Tous les skieurs riches, là, hop, au lit à 22h, de force, et la cocaïne dans les chiottes. Alors, les camarades, on va peut-être conclure là parce qu'il est déjà tard sur la cocaïne. Merci à vous. Merci pour votre présence, merci pour les échanges, y compris contradictoires. Mais comme je l'ai dit au début, encore aussi merci aux Sarrasins pour nous avoir permis d'organiser cet événement. Et je pense que Gilles reste disponible pour discuter autour les nouveaux, d'une petite boisson. ceux qui s'intéressent sur le 13 janvier 2027, pendant la campagne présidentielle, le dernier truc qu'on a appris, c'est que Niel refuse qu'il y ait ces images dans lui, le patron du Monde, du Nouvel Ordre, etc. La liberté de la presse. Mais vous en faites pas, on est en train de se battre. Et n'oubliez pas de voter pour Sarrazin. Merci d'intérêt à l'université.